Pendant des décennies, l'Iran s'y est préparé. Toujours les yeux tournés vers Israël et les États-Unis, il a construit des défenses aériennes et créé une armée censée contrer ce qui allait arriver. L'Iran a échoué. Les États-Unis ont fait subir à l'Iran quelque chose de si énorme que cela entrera dans l'histoire. La 10 millième cible vient d'être touchée et l'Iran n'a pratiquement plus de quoi résister. Le 25 mars, le commandant du commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a présenté son dernier compte-rendu de tout ce que les États-Unis ont accompli jusqu'à présent lors de l'opération Epic Fury. Le titre fut aussi l'un des premiers sujets abordés par Cooper, qui déclara « Nous sommes dans la 4e semaine de campagne et restons dans les temps, voire en avance ». Cooper a commencé par évoquer des objectifs militaires très clairs visant à éliminer la capacité de l'Iran à projeter sa puissance de manière significative au-delà de ses frontières. Il a précisé « Les forces américaines ont frappé plus de 10 000 cibles militaires. Nous avons atteint la 10 millième cible iranienne il y a quelques heures. » Cooper a ensuite expliqué que 10 000, c'est le chiffre des États-Unis. Avec l'ajout d'Israël et de ses frappes aériennes, des milliers de cibles supplémentaires ont été touchées. En fait, il s'agit de plusieurs milliers de plus. Le 13 mars, le Wall Street Journal a rapporté que le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, avait affirmé que les États-Unis et Israël avaient frappé ensemble 15 000 cibles, soit plus de 1000 cibles par jour à ce moment-là. L'intensité de l'opération Fureur épique et de l'opération Lion rugissant a diminué depuis cette annonce, probablement parce que l'Iran a moins de cibles militaires à frapper. Mais étant donné que 15 000 était le chiffre commun avant que Cooper ne fasse ses déclarations, il n'est pas inconcevable de croire que les États-Unis et Israël ont frappé ensemble près de 20 000 cibles depuis le 28 février. Mais même pris isolément, 10 000 cibles frappées par les États-Unis, c'est une nouvelle énorme. Et pour clarifier, il s'agit de 10 000 cibles, pas de 10 000 munitions tirées. Ces cibles seront variées, allant des plus importantes, comme les bunkers militaires et nucléaires souterrains de l'Iran, à des cibles comparativement petites, comme des drones. Chacune correspond à une arme ou un point militaire neutralisé, les plus grandes cibles ayant sans doute été frappées par plusieurs munitions, voire plusieurs fois sur plusieurs jours pour les rendre inopérantes. Et ce que nous voyons ici, c'est un niveau de domination aérienne qui n'a été atteint dans aucune autre guerre moderne. La campagne américaine en plusieurs phases a commencé par des frappes menées par des appareils furtifs, comme le B-2 Spirit et le F-35, avant d'évoluer pour inclure des appareils aussi anciens que le B-52 et l'ADIX. Nous a montré que les États-Unis peuvent agir en toute impunité dans le ciel iranien. Cela ne signifie pas forcément la fin de l'opération Epic Fury. Ce qui va suivre pourrait tout changer à nouveau et prendra tout le monde au dépourvu si les États-Unis mettent leurs menaces à exécution. Pour l'instant, sachez qu'une grande partie de l'infrastructure militaire iranienne a été détruite pendant que les États-Unis préparent leur prochain coup. Et selon plusieurs sources aux États-Unis, l'Iran est désormais désespéré de mettre fin, d'une manière ou d'une autre, à l'opération Epic Fury. Le président américain Donald Trump affirme que l'Iran supplie de conclure un accord, et les États-Unis ont répondu en proposant un plan en 15 points qui pourrait permettre d'aboutir à cet accord. L'Iran a répondu à ces affirmations en déclarant que les États-Unis et l'Iran ne sont pas en train de discuter, et que les États-Unis négocient avec eux-mêmes. La vérité se trouve sans doute entre les deux. L'Iran n'est sûrement pas fermé au dialogue, mais n'est peut-être pas aussi désespéré que le dit Donald Trump. Cooper a aussi affirmé dans son article que la puissance aérienne combinée des États-Unis et d'Israël prouve que les deux pays sont plus forts ensemble. Il décrit également l'ampleur des dégâts causés à l'infrastructure militaire iranienne, déclarant « Nos frappes de précision ont submergé les défenses aériennes iraniennes et nos vols de combat au-dessus de l'Iran ont des effets tangibles. » Voyons ces effets concrets avec un résumé des réalisations des États-Unis lors de l'opération Epic Fury. 10 000 frappes effectuées est un chiffre impressionnant en soi, mais cela ne signifie pas grand-chose sans le contexte de ce que ces frappes ont permis d'accomplir. Et avec ce contexte, la réaction passe de « Waouh, ça fait beaucoup de frappes » à « Comment le régime iranien tient-il encore debout après tout ça ?» Commençons par les missiles iraniens. Les opérations Epic Fury et Roaring Lion visaient clairement les sites de lancement de missiles, essentiels à la stratégie iranienne pour menacer ses voisins du Golfe avec des frappes balistiques tant que les États-Unis poursuivent leur attaque. Nous disposons de certains chiffres sur les lanceurs détruits. La Force de défense d'Israël, ou IDF, a déclaré le 15 mars qu'environ 70% des lancements de missiles iraniens ont été détruits jusqu'à présent. Cela porte un coup dur non seulement à la stratégie iranienne de missiles balistiques, mais aussi à sa capacité à lancer des missiles de croisière et anti-navires contre la marine et les navires marchands américains. Maintenant, le Wall Street Journal, dans son propre rapport sur la déclaration d'Israël, fournit un chiffre plus concret puisqu'il indique qu'Israël affirme que l'Iran a perdu 330 de ses 470 plateformes mobiles de lancement de missiles
Cela représente environ 70% comme le prétend l'armée israélienne. Même si l'on peut se demander comment Israël et les États-Unis connaissent le nombre exact de lanceurs de missiles iraniens cachés sous terre, ce chiffre reste impressionnant. Des photos satellites publiées par le Washington Post le montrent. Au cours des 4 premières semaines de l'opération Epic Fury, les États-Unis et Israël ont totalement détruit 29 sites de lancement de missiles balistiques iraniens, chacun abritant des dizaines de lanceurs. Les installations en surface ont été désactivées, les souterraines frappées par des bombes anti-bunkers, afin de réduire l'une des principales menaces de l'Iran envers les États-Unis, Israël et leurs alliés du Golfe. Nous avons vu l'impact de cette partie des 10 000 frappes se manifester très rapidement. Cooper le dit lui-même en soulignant que les lanceurs de missiles et de drones de l'Iran ont diminué de plus de 90% depuis le début de la guerre, ce qui montre que la stratégie de saturation par missiles que l'Iran avait préparée ne s'est pas déroulée comme prévu. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les missiles iraniens ne sont pas tirés. 70% des lanceurs détruits, cela laisse encore 30% qui peuvent tirer, ce qui représente environ 140 lanceurs mobiles que les États-Unis doivent encore localiser et détruire avant que les missiles iraniens ne cessent d'être une menace. Il y a aussi les missiles eux-mêmes. Même si les missiles deviennent inutiles sans lanceur, ce qui explique la stratégie actuelle des États-Unis, on peut dire que les États-Unis et Israël n'ont pas assez agi contre les missiles iraniens, même après plus de 10 000 frappes. Selon le Guardian, le renseignement américain suggère qu'environ un tiers des stocks de missiles iraniens ont été confirmés comme détruits et qu'un autre tiers du stock semble probablement avoir été endommagé, enterré ou rendu inutilisable à cause des attaques américaines contre les tunnels et bunkers souterrains de l'Iran. Il y a également eu 1400 lancements de missiles iraniens confirmés depuis le début de l'opération Epic Fury. Bien que la plupart de ces tirs aient eu lieu au début de la guerre, cela montre que l'Iran reste une menace balistique, même si elle a beaucoup diminué par rapport à avant. Mais c'est ici que la situation change sur le front des missiles iraniens. Les 10 000 frappes ont touché plus que les lanceurs et les stocks. Les États-Unis ont aussi visé les installations iraniennes de production de missiles et de matériel naval, selon Cooper. L'Iran possède des capacités de production en masse pour fabriquer navires de guerre, missiles et drones, et pour développer et diffuser ces technologies à des acteurs malveillants régionaux et mondiaux, selon Cooper. Il ajoute « Aujourd'hui, nous avons endommagé plus des 2 tiers des installations de production de missiles, de drones et de matériel naval, ainsi que des chantiers navals de l'Iran. » Avant de lancer cet avertissement glaçant, les États-Unis n'en ont pas encore fini avec tout cela. L'élimination de l'ensemble de l'appareil de fabrication militaire de l'Iran est également à l'ordre du jour, proclame Cooper. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran, car cela signifie que sa stratégie de missiles balistiques est maintenant limitée dans le temps. À mesure que de plus en plus de sites de lancement et d'installations de production sont détruits, chaque lancement de missiles iranien qui suit utilise un stock qui ne peut pas être reconstitué. Il ne s'agit pas juste de détruire les biens de l'Iran. Les États-Unis visent aussi à empêcher l'Iran de construire, paralysant ainsi durablement la doctrine des missiles du régime. Nous avons indiqué que les 10 000 frappes visaient les chantiers et installations navales iraniens. Il y a encore beaucoup à dire sur le front naval. Avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez The Military Show. Il y a encore beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors abonnez-vous si les analyses de notre chaîne vous sont utiles. Outre la production navale, les États-Unis ont aussi cherché à détruire au maximum la capacité maritime existante de l'Iran. On observe une stratégie similaire à celle des missiles iraniens, détruire ce qui existe, puis viser les installations de production. Maintenant, concernant ce qui existe déjà, ou devrions-nous dire ce qui existait autrefois, le Times of Israel rapporte que les États-Unis ont coulé 92% des grands navires de la marine iranienne. Ce pourcentage concerne sans doute les frégates, sous-marins et porte-avions de fortune iraniens, mais peut exclure les vedettes rapides utilisées par l'Iran pour semer le chaos dans le détroit d'Ormuz. Tout de même, 92% des grands navires de l'Iran nous indiquent que la puissance navale du régime, du moins en termes de projection de force pure, a été anéantie. Les chiffres du Pentagone estiment le nombre total à 130 navires détruits au 26 mars, bien qu'il ne soit pas clair combien d'entre eux sont les grands navires déjà mentionnés et combien correspondent aux vedettes rapides et autres bâtiments iraniens comme ces sous-marins de poche de classe Gadir. Nous savons que le chiffre de 130 inclut 40 poseurs de mines et 11 sous-marins et que l'Iran a utilisé ces vedettes rapides pour poser des mines dans le détroit d'Ormuz. La stratégie américaine actuelle paraît considérer tout ce qui navigue pour l'Iran comme une cible légitime. Dire que la marine iranienne n'est plus une menace comme pour les missiles est inexact.
Pour les missiles, l'Iran est revenu à une stratégie où il effectue des tirs limités et précis, ce qui lui permet au moins de maintenir une certaine forme de menace. En ce qui concerne la partie navale du conflit, l'Iran n'a jamais vraiment été en mesure de rivaliser avec les porte-avions et les navires de guerre associés que les États-Unis ont déployés dans la région du Golfe Persique. Ne vous trompez pas, le régime ne voulait surtout pas perdre autant de navires de guerre et de sous-marins. L'objectif de l'Iran reste de miser sur une stratégie de blocus naval asymétrique dans le détroit d'Ormuz, un défi toujours présent pour les États-Unis. Radio Free Europe, ou Radio Liberty, l'a souligné dans un article du 12 mars, notant que la marine conventionnelle iranienne avait presque disparu. La menace sur le détroit d'Ormuz persistait. Fin mars, peu de changements. Les vedettes rapides, sous-marins de poche, drones et missiles anti-navires iraniens attaquent toujours les navires marchands dans ce détroit. Ce n'est pas une question de volume. L'Iran n'a pas besoin d'attaquer chaque navire qui tente de traverser un détroit par lequel transite 20% du pétrole mondial. Des attaques ponctuelles rendent les trajets si risqués que les assureurs refusent d'indemniser et les capitaines refusent de prendre la mer. Les 10 000 premières frappes ont paralysé la marine conventionnelle de l'Iran. Les 10 000 suivantes mettront sans doute plus l'accent sur l'asymétrie de l'approche navale iranienne, mais à ce stade, vous vous demandez peut-être comment cela est possible pour les États-Unis. Les États-Unis avaient déjà la force aérienne la plus puissante avant l'opération Fureur épique, mais l'Iran était supposé posséder un système de défense aérienne multicouche capable d'arrêter les Américains. Ce réseau a échoué, et les frappes initiales qui faisaient partie des 10 000 en sont en grande partie la raison. La supériorité aérienne est atteinte, et les chiffres des défenses aériennes iraniennes en disent long. Dès le 5 mars, les FDI affirmaient qu'environ 80% des défenses aériennes de l'Iran avaient été mises hors service, soit par la destruction directe des systèmes eux-mêmes, soit en neutralisant les radars par des frappes et des cyberattaques. Et à ce moment-là, les FDI avaient mené environ 2500 frappes et utilisé environ 6000 munitions, ce qui nous donne une idée du nombre d'armes que les États-Unis ont pu utiliser lors de leurs 10 000 frappes. Maintenant, un simple calcul nous indique que les États-Unis ont peut-être utilisé jusqu'à 24 000 munitions pour atteindre l'objectif de 10 000 frappes, bien que cela suppose qu'ils utilisent la même quantité de munitions qu'Israël. Il n'y a pas eu beaucoup de changements du côté de la défense aérienne de l'Iran depuis. Ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque 80% de son réseau est déjà hors service. L'Iran doit défendre son espace aérien avec des systèmes isolés, dispersés et souvent incapables de contrer la menace aérienne des États-Unis. La destruction rapide des défenses aériennes iraniennes a permis d'assurer la supériorité aérienne, ouvrant la voie aux 10 000 cibles frappées selon Cooper. Maintenant, Kiba souligne également que la supériorité aérienne s'est étendue au point où l'Amérique déploie désormais sa force de bombardiers B-52 pour effectuer un grand nombre de frappes en Iran, démontrant ainsi notre domination aérienne inégalée. Cette déclaration est révélatrice, car le B-52 est loin d'être le bombardier le plus moderne de l'arsenal américain. Ayant effectué son premier vol au milieu des années 50, le B-52 n'est pas furtif. Il n'est pas très avancé technologiquement. Ce bombardier offre surtout une grande capacité pour larguer de nombreuses munitions en Iran. Si les défenses aériennes iraniennes fonctionnaient encore, ce bombardier ne pourrait pas voler dans le ciel iranien. Le B-52 est trop gros et trop facilement repérable, même par les anciens systèmes de défense aérienne russes et chinois qui composent le réseau iranien. Le simple fait qu'il puisse voler montre à quel point les défenses aériennes de l'Iran ont été complètement neutralisées. Et on peut en dire autant des A-10 et des hélicoptères Apache que les États-Unis ont déployés dans le détroit d'Ormuz, tous deux capables d'effectuer des sorties répétées parce que la menace que l'Iran représente pour eux se limite désormais à quelques défenses aériennes isolées. Avec ces appareils en action, les États-Unis sont passés d'une approche chirurgicale à une stratégie de force brute dans l'opération Epic Fury. 10 000 cibles atteintes et ce chiffre augmente, car les défenses aériennes iraniennes sont si faibles que les États-Unis peuvent y déployer des avions non furtifs très chargés. Cependant, l'approche aérienne des États-Unis pourrait poser problème. Plus tôt dans la vidéo, nous avons mentionné que la suite de l'opération Epic Fury pourrait tout changer. The Guardian adopte un ton plus cynique dans un article du 26 mars, affirmant que les États-Unis pensaient pouvoir obtenir une victoire aérienne facile, mais ont découvert que l'Iran ne s'est toujours pas rendu malgré 10 000 frappes en Mcha. En d'autres termes, les États-Unis pourraient ne pas être en mesure de gagner uniquement grâce à la puissance aérienne, peu importe à quel point cette puissance a pu être efficace pour détruire l'infrastructure militaire de l'Iran. Les États-Unis pourraient devoir aller plus loin, et cela signifierait des troupes au sol. Maintenant, idéalement, les États-Unis n'enverront pas de soldats en Iran. Donald Trump a déjà affirmé que l'opération Epic Fury se termine et les États-Unis cherchent plusieurs solutions de sortie à proposer à l'Iran.
Le plan de paix en 15 points évoqué plus tôt en fait partie, car l'administration Trump espère que les frappes américaines sur 10 000 cibles suffiront à intimider le régime iranien pour qu'il accepte un accord limitant son pouvoir et ses ambitions nucléaires. Cet accord permettrait également de rouvrir le détroit d'Ormuz, qui est le principal levier dont l'Iran dispose encore. Mais si cette issue ne fonctionne pas, la seconde a été évoquée par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, le 25 mars lorsqu'elle a déclaré que le président Trump ne bluffe pas et qu'il est prêt à déchaîner l'enfer. L'Iran ne doit pas refaire la même erreur dans ses calculs. Traduction. Accepter le plan de paix où les États-Unis enverront les troupes. Les États-Unis anticipent cette éventualité et, lors de la réalisation de cette vidéo, des parachutistes de la 82e division aéroportée se dirigeaient vers le Moyen-Orient. Les États-Unis ont également déployé 2 unités expéditionnaires de Marines, ou MEU, dont l'une est déjà arrivée aux côtés d'un groupe d'assaut amphibie mené par l'USS Tripoli. Cela signifie maintenant que 3500 soldats américains, dont environ 2000 Marines, sont déjà dans le golfe Persique. L'arrivée de la seconde unité expéditionnaire de Marines doublera presque ses effectifs, et il pourrait y avoir jusqu'à 3000 parachutistes. C'est une force d'invasion terrestre, mais insuffisante pour attaquer l'Iran continental. Leurs cibles probables seront les îles du détroit d'Ormuz, que les États-Unis pourraient vouloir contrôler pour rouvrir le détroit et accentuer la pression sur l'économie iranienne. Le Washington Post indique que le Pentagone a élaboré des stratégies pour des semaines d'opérations terrestres en Iran, incluant sans doute la capture du principal centre pétrolier, l'île de Karg. Donald Trump n'a pas encore approuvé ces plans. Les États-Unis attendent la prochaine action de l'Iran. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a peut-être déjà suggéré la prochaine action. Dans son reportage en direct du 29 mars sur l'opération Fureur épique, la BBC a rapporté que Ghalibaf affirmait que l'Iran attend que les soldats américains entrent sur le terrain pour pouvoir déchaîner un déluge de feu sur eux. Maintenant, la stratégie de l'Iran est donc claire. Son régime a survécu malgré les frappes aériennes américaines ayant visé 10 000 cibles. Il tente de résister pour provoquer une opération terrestre qui accroîtrait le risque de pertes américaines durant l'opération Epic Fury. Des troupes au sol semblent presque inévitables à moins qu'un changement radical n'intervienne très bientôt. Le régime de Duran doit se rappeler une chose. C'est 10 000 frappes et ça continue, pas 10 000 cibles éliminées. Si les Marines et parachutistes américains entrent en Iran, ce sera probablement sous un déluge de missiles et bombes. Cela visera probablement tout, des restes de l'infrastructure militaire iranienne jusqu'aux soldats et blindés que l'Iran compte déployer pour contrer les forces terrestres américaines. Des troupes au sol pourraient causer de sérieux problèmes à l'île de Karg. Quand les forces américaines et israéliennes ont attaqué l'Iran, elles ont affronté plus que les défenses aériennes iraniennes. Téhéran avait aussi un as dans sa manche, une arme de défense aérienne dite de classe mondiale, fournie gracieusement par Pékin. Le QG-9B, une variante du système de missiles solaires longue portée QG-9. Malheureusement pour l'Iran et pour la Chine, le système n'a pas été à la hauteur de sa réputation. Il a été complètement écrasé sous le poids et l'intensité des frappes aériennes américaines, se révélant n'être guère plus qu'un échec coûteux et embarrassant. En ce qui concerne la Chine, cela n'était pas censé arriver. Le QG-9 est censé être l'un des produits phares du secteur de la défense chinois. Les travaux sur ce système ont commencé dans les années 1970, avec un développement à grande échelle lancé peu après, à la fin des années 1980. Depuis lors, plusieurs modèles ont été lancés, y compris le QG-9 original, la variante navale HQG-9. Le QG-9A légèrement amélioré, qui est entré en service en 2001, et le QG-9B qui offrait une portée étendue et des technologies améliorées. Outre la Chine, plusieurs autres nations ont investi dans les systèmes QG-9 et les utilisent actuellement, notamment le Pakistan, l'Égypte, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et il est facile de comprendre pourquoi ce système suscite autant d'intérêt de la part de divers pays à travers le monde, puisque les responsables chinois l'ont présenté comme une véritable référence mondiale dans leur secteur de la défense aérienne. Ils ont affirmé qu'il pouvait atteindre le même niveau de performance que le S-300 russe, qui figure depuis longtemps parmi les meilleurs systèmes de défense aérienne existants. Les responsables se sont également vantés que le QG-9 surpassait le système Patriot américain, l'un des meilleurs systèmes de défense aérienne au monde sur certains aspects. Ils ont mis en avant sa portée remarquable, la variante QG-9B étant capable de frapper des cibles à une distance d'environ 160 miles, soit 260 km, ainsi que le système radar à réseau phasé, qui lui permet de suivre jusqu'à 100 cibles en même temps et d'en engager entre 6 et 8 simultanément.
Parmi les autres caractéristiques clés du QG-9 figure son lancement vertical à froid et sa couverture omnidirectionnelle à 360 degrés. Et ces missiles atteindraient des vitesses supérieures à Mach 4, soit plus de 4800 km/h, avec des ogives pesant près de 180 kg. En théorie, tout pays doté d'un tel système devrait défendre plus facilement son espace aérien et protéger ses actifs précieux et infrastructures clés, neutralisant la menace des avions ennemis, missiles de croisière et balistiques. La Chine croit manifestement en le QG-9, puisqu'elle l'utilise pour protéger plusieurs zones stratégiques à l'intérieur de ses frontières et au-delà, dans des endroits comme Pékin, le Tibet et la mer de Chine méridionale. C'est une chose de vanter les spécifications techniques et d'affirmer que votre système rivalise avec les meilleurs. C'est tout autre chose de le mettre réellement à l'épreuve dans des conditions de combat réelles. C'est alors que vous voyez si tout ce battage valait le coup et si une arme ou un équipement tient ses promesses, ou si ce n'est qu'un discours vide voué à l'échec dès le premier danger. Et l'Iran misait gros sur le QG-9, comptant sur lui pour tenir bon et prouver sa valeur lorsque le moment serait enfin venu. Selon l'un des responsables du pays, l'Iran a reçu un nombre important de ces systèmes en 2025, dans les mois qui ont suivi la guerre de 12 jours, au cours de laquelle Israël et les États-Unis ont mené une frappe surprise contre les installations nucléaires du pays, tuant de nombreux chefs militaires, scientifiques nucléaires et hommes politiques, ainsi que des civils iraniens. En moins de 2 semaines, visiblement ébranlé par cette attaque intensive sur son territoire, l'Iran a voulu renforcer ses défenses en prévision d'une nouvelle attaque israélienne ou américaine. Il a non seulement acquis plusieurs systèmes QG-9 chinois via un accord pétrole contre armes avec Pékin, mais aussi lancé la construction d'un vaste réseau de défense aérienne multicouche sur tout son territoire. Ce réseau était composé de plateformes développées localement comme le Bavar 373 et le Khordad 15, ainsi que de systèmes de défense aérienne importés tels que le Pantsir S-1 et le S-300 russe. L'Iran possédait aussi de nombreux systèmes de défense mobile, capables de se déplacer rapidement pour occuper des positions stratégiques selon les besoins. Avec autant de technologies puissantes, ce réseau de défense aérienne aurait pu, voire dû, rendre l'espace aérien iranien presque impénétrable, aidant le régime du pays à protéger ses sites les plus précieux et stratégiques, comme le complexe de Téhéran de son guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que ses différentes installations nucléaires, bases militaires et aérodromes. Et le QG-9 aurait dû, sans doute, être l'une des vedettes du dispositif, traquant des dizaines d'avions et de missiles américains et israéliens et les neutralisant un par un avec rapidité et efficacité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé leur attaque. Des chasseurs F-15 israéliens ont pris leur envol, lançant des missiles Sparrow et d'autres munitions de précision sur des sites clés, comme la résidence d'Ali Khamenei, tuant le guide suprême dans les premières heures du conflit. Israël a également réussi à éliminer de nombreux autres responsables iraniens, dont le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, le ministre iranien de la Défense, ainsi que certains des plus proches conseillers de Khamenei. En parallèle, des chasseurs et bombardiers américains ont aussi pénétré l'espace aérien iranien, frappant des centaines de cibles en quelques heures. Des sites situés dans plus de 20 des 31 provinces iraniennes ont subi toute la puissance des bombes et missiles américains, avec des bases, des complexes, des infrastructures et des équipements militaires, comme des radars et des systèmes de défense aérienne, rayés de la carte ou réduits à des tas de décombres fumants. À chaque minute qui passait, de nouveaux rapports faisaient état d'explosions et de destruction. Les ressources de l'Iran étaient systématiquement anéanties, une par une, et son réseau de défense aérienne, qui avait été si soigneusement construit et était censé protéger le pays contre ce type d'attaque, était introuvable. Les commandants iraniens ne l'ont jamais vu venir. Ils savaient qu'ils subiraient des pertes à cause de l'intensité des frappes aériennes américaines et israéliennes, mais pensaient pouvoir riposter et causer des dégâts à leurs adversaires. Et il comptait sur le QG-9 pour y parvenir. Après tout, il était censé pouvoir détecter les menaces aériennes à plus de 240 km de distance. Il aurait dû être capable de repérer les avions israéliens et les missiles américains plusieurs minutes avant leur impact, en lançant ses propres intercepteurs avec rapidité et précision pour les contrer, sauver des vies et protéger des infrastructures précieuses ce faisant.
Son radar à réseau phasé aurait dû lui permettre de suivre et verrouiller des dizaines de cibles ennemies simultanément, fournissant de précieuses informations aux équipes au sol et à d'autres systèmes, donnant à l'Iran les données nécessaires pour planifier ses prochaines actions et exécuter des contre-mesures. Ces missiles à grande vitesse, voyageant 4 fois plus vite que la vitesse du son et équipés de technologies avancées de navigation et de guidage, n'auraient dû avoir aucune difficulté à intercepter les attaques ennemies ou à abattre les avions américains en plein ciel. Au lieu de cela, le QG-9 a été rendu presque totalement inutile dès les tout premiers instants du combat. Et tout cela à cause d'une faiblesse majeure de ce système, sa vulnérabilité à la guerre électronique. Selon des rapports de divers médias, les États-Unis ont déployé leur avion de guerre électronique Boeing IA-18J Growler dans le but de brouiller les radars et les défenses aériennes iraniennes, créant des zones et couloirs sûrs permettant aux chasseurs et bombardiers de circuler sans crainte d'être pris pour cible ou abattus. Beaucoup de défenses aériennes modernes sont conçues en tenant compte de la guerre électronique et disposent de contre-mesures intelligentes contre le brouillage ou les interférences. Il semble cependant que le QG-9 était lamentablement mal préparé à ce type d'attaque invisible. Face à une forte interférence électromagnétique des Growlers, les communications du système ont cessé de fonctionner. Ils n'ont pas réussi à s'intégrer parfaitement avec leur centre de commandement, devenant ainsi à la fois aveugles et muets en un clin d'œil. Les radars à réseau phasé du système, pourtant vantés, n'ont pas fonctionné comme prévu. Censés suivre 100 cibles à la fois, ils peinaient à en verrouiller une seule. Des signaux d'interférence remplissaient leurs écrans de fausses cibles, tandis que les vrais, sous la forme de chasseurs F-35 et de missiles Tomahawk, passaient inaperçus. Aveuglés, paralysés et incapables d'identifier précisément la moindre cible ennemie, encore moins de tirer dessus. Les QG-9 sont devenus peu plus que des morceaux de métal extrêmement coûteux mais totalement inefficaces, des cibles faciles que les forces américaines et israéliennes pouvaient éliminer à leur guise. Et ce n'était pas la première fois que ces systèmes ne répondaient pas aux attentes. Mais avant d'aller plus loin, il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Donc, si vous appréciez The Military Show, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, l'effondrement catastrophique du QG-9 en Iran est en fait son deuxième échec très médiatisé jusqu'à présent. En mai 2025, le Pakistan a détruit certains de ses systèmes afin de défendre ses bases et ses infrastructures importantes dans des endroits clés comme Karachi et le Hour contre les attaques de l'opération Sindoor menée par l'Inde. Les commandants pakistanais espéraient que le très réputé QG-9 chinois serait suffisamment robuste pour faire face aux attaques de missiles indiennes. Ils avaient tort. Tout comme Israël et les États-Unis ont réussi à bombarder l'Iran malgré son réseau de défense aérienne en couche, l'armée indienne a réussi à frapper de nombreuses cibles dans différentes régions du Pakistan, brisant les défenses de son ennemi avec une relative facilité. L'Inde a intelligemment utilisé les technologies de guerre électronique israéliennes pour brouiller les radars et les communications du Pakistan, rendant au moins une partie de ses défenses aériennes, y compris le QG-9, inutile. Elle a poursuivi avec des attaques de drones kamikazes et des frappes de missiles BrahMos, causant d'importantes destructions. Si les affirmations de la Chine concernant le QG-9 étaient vraies, rien de tout cela n'aurait dû se produire. Le QG-9 n'aurait pas dû avoir de difficulté à repérer les menaces entrantes de loin et à lancer ses missiles à grande vitesse pour les éliminer. Au lieu de cela, ses écrans étaient remplis de parasites, ses radars sont devenus aveugles et ses missiles n'ont pas réussi à être lancés, faute de cibles claires à viser. Après cet incident, ceux qui voulaient défendre les systèmes chinois auraient pu avancer qu'il s'agissait d'une erreur de l'opérateur ou du fait que le QG-9 avait été déployé dans un environnement inhabituel, très différent de celui pour lequel il avait été conçu à l'origine en Chine. Mais aujourd'hui, le QG-9 a échoué non pas une, mais 2 fois dans 2 endroits très différents face à 2 forces ennemies très différentes. Cela ne peut être excusé ou vu comme un simple incident. Il est clair que ces défenses aériennes, malgré tout le tapage et les commentaires vantards qui les ont rendues si impressionnantes, ne sont tout simplement pas à la hauteur de leur mission. Et cela tient en partie à l'expérience. Les meilleurs systèmes de défense aérienne au monde sont ceux qui ont fait leurs preuves à maintes reprises dans des conditions de combat réelles. Le dôme de fer d'Israël, par exemple, a résisté à de nombreuses attaques de diverses forces ennemies au fil des années, protégeant des millions de personnes dans des villes comme Jérusalem et Tel Aviv et empêchant des dégâts et destructions incalculables. Le système Patriot des États-Unis s'est révélé remarquablement efficace, ayant subi une véritable épreuve du feu lors de la guerre du Golfe au début des années 1990, puis ayant été largement utilisé lors de l'invasion américaine de l'Irak dans les années 2000 et dans divers autres conflits.
Il a aussi servi lors de la guerre Russie-Ukraine, aidant l'Ukraine à défendre villages, villes et sites militaires contre les missiles russes. Parce que ces systèmes ont été utilisés de manière aussi intensive et possèdent une telle expérience, il existe également d'énormes quantités de données de combat pertinentes que les opérateurs peuvent utiliser pour élaborer leur future stratégie et tirer encore plus de valeur de ces défenses aériennes. Cela a permis, en retour, à des systèmes comme le Patriot et le Dôme de Fer d'évoluer au fil du temps, devenant plus puissants, plus intelligents et plus efficaces. Le QG9, en revanche, est entré dans l'arène de la défense aérienne sans expérience notable en dehors de sites d'essai soigneusement contrôlés, comme ceux du désert du Taklamakan en Chine. Là-bas, il a peut-être prouvé qu'il était capable d'abattre des drones lents, volant selon des trajectoires préprogrammées. Mais ce n'est tout simplement pas la même chose que de devoir faire face à un véritable conflit, où l'ennemi peut déployer toute une panoplie d'armes différentes contre vous. Des missiles et drones arrivent de partout, tandis que des systèmes de guerre électronique avancés tentent de neutraliser vos capacités offensives. Exposé à la véritable chaleur et à l'intensité des champs de bataille du Pakistan et de l'Iran, le QG9 s'est révélé insuffisant. Cela devrait être une source majeure d'inquiétude pour tous les pays qui ont investi dans le matériel militaire chinois ces dernières années, et ils sont nombreux. En effet, des données récentes de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui est l'un des principaux organismes de recherche en matière de conflits et de dépenses militaires, montrent que la Chine est responsable d'environ 6% des exportations d'armes dans le monde. Les cartes montrent que des dizaines de pays sur plusieurs continents ont acheté récemment différentes quantités d'armes et de systèmes de défense chinois. Cela inclut presque toute l'Afrique, ainsi qu'une grande partie de l'Asie et plusieurs pays à travers l'Europe et les Amériques également. Certains pays dépendent presque exclusivement de la Chine pour leur défense. Le Pakistan, par exemple, est le meilleur client de Pékin, représentant 63% des exportations d'armes chinoises entre 2020 et 2024. D'autres pays, de la Birmanie et du Bangladesh en Asie, au Nigeria et à l'Algérie en Afrique, ont également acheté de grandes quantités de drones, de chars, d'avions, de véhicules blindés, de missiles et d'armes légères chinois. Pour beaucoup de ces pays, qui n'ont pas les mêmes gros budgets militaires que les nations occidentales comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, acheter à la Chine est tout à fait logique. Les systèmes chinois sont souvent plus abordables que ceux des États-Unis, d'Europe ou de Russie, et la Chine valorise ces innovations avec des annonces ambitieuses et des caractéristiques techniques marquantes. Mais en observant les systèmes QG9 chinois ne pas fonctionner comme prévu, d'abord au Pakistan puis en Iran, ces pays qui ont choisi du matériel chinois moins cher au lieu d'alternatives occidentales éprouvées pourraient maintenant commencer à regretter leur décision. Beaucoup sont probablement en train de réaliser, à l'heure où nous parlons, à quel point ces équipements sont réellement défectueux, imparfaits et inefficaces. Cela pourrait amener certains de ces pays à cesser progressivement d'importer de nouveaux systèmes d'armes chinois dans un avenir pas si lointain, et à se tourner plutôt vers d'autres pays comme la Russie ou les nations de l'Union européenne pour renforcer leur défense. C'est une mauvaise nouvelle pour la Chine, et ce n'est pas la seule raison d'inquiéter Pékin. Le géant asiatique a, ces dernières années, beaucoup mis en avant ses investissements massifs dans son armée et la production nationale accrue d'armes et de systèmes de défense, en comptant beaucoup moins sur les importations d'autres pays. À plusieurs reprises, il a montré ses nouveaux missiles et innovations militaires lors de grandes parades et démonstrations. Lors d'événements, il exhibe ses technologies dans le but d'intimider tout pays qui oserait s'y opposer à l'avenir, comme les États-Unis par exemple. Mais il n'y a pas grand intérêt à exhiber des systèmes d'armes s'ils s'avèrent totalement inutiles dans des conditions de combat réelles, comme le QG9. En effet, des échecs aussi retentissants ne renforcent pas la réputation de la Chine en tant que leader mondial de la défense, mais la fragilisent. Tout à coup, l'armée chinoise ne paraît plus aussi effrayante ou imposante qu'elle a tenté désespérément de le faire croire. Au contraire, ses faiblesses sont exposées au grand jour pour que tout le monde les voie. Des faiblesses comme un assemblage bâclé, des composants électroniques de mauvaise qualité, des conceptions plagiées et des plans de construction bricolés qui peuvent sembler convaincants sur le papier, mais qui échouent à produire des résultats concrets là où cela compte vraiment, sur le champ de bataille. La guerre moderne exige une technologie de pointe, une intégration parfaite des systèmes et des logiciels aussi avancés que le matériel, permettant au système d'armes de frapper fort, lancer d'énormes ogives explosives et résister aux tactiques de guerre électronique avancées utilisées mondialement. Malheureusement pour Pékin, il semble que les armes sur lesquelles il travaille ne soient pas adaptées à ce type de combat.
À bien des égards, tout comme la Russie, il semble être laissé pour compte, s'accrochant à des philosophies dépassées et animé par un désir désespéré de créer sans cesse des armes plus grandes, plus puissantes et plus rapides que celles qui les ont précédées, mais refusant de fournir le travail technique nécessaire pour rendre ce type d'arme réellement viable dans les conflits d'aujourd'hui. Car la vérité est qu'un missile rapide est inutile s'il ne peut pas éviter efficacement les défenses ennemies. Peu importe la portée ou le nombre de cibles qu'un système de défense aérienne peut suivre s'il n'a pas de défense de guerre électronique avancée et d'autres technologies essentielles pour le protéger lorsque des appareils comme les Growlers entrent à portée. C'est pourquoi les échecs du QG-9 sont si importants. Ce n'est pas seulement qu'ils ont permis aux missiles américains et israéliens de frapper des cibles iraniennes, décapitant le régime du pays et éliminant une grande partie de ses défenses. C'est aussi ce que cela signifie pour la Chine à l'avenir. La crédibilité du pays en tant qu'exportateur d'armes a subi un énorme coup. Pendant des années, les acheteurs repenseront à cet incident et douteront de tout investissement dans le matériel chinois. Les Alliés seront moins enclins à croire la propagande de Pékin et à croire à des affirmations farfelues sur les derniers systèmes de missiles et de défense. En Chine aussi, même s'ils ne l'admettront pas forcément, les commandants finiront par constater que leurs systèmes ne sont pas aussi puissants qu'ils le prétendent. Cela rendra à son tour toute future opération militaire de l'armée populaire de libération comme une éventuelle prise de contrôle de Taïwan beaucoup plus périlleuse et risquée. Le mythe de la domination militaire chinoise a été brisé et il n'y a plus de retour en arrière possible. Les États-Unis ont introduit une nouvelle arme de frappe aéroportée qui affole l'armée russe, car ils ne peuvent pas l'arrêter. Ce n'est pas un nouveau missile hypersonique, une arme à énergie dirigée ou un autre système ultra avancé coûtant des millions de dollars, même si les Russes sont également bouleversés par les dernières versions américaines de ces systèmes. En réalité, l'arme en question, le drone kamikaze LUCAS, est l'une des armes de frappe les moins chères de l'immense arsenal américain, et la Russie possède déjà un analogue bien établi de ce type. Mais le LUCAS possède une caractéristique qui pourrait s'avérer décisive dans la guerre en Ukraine, ainsi que dans un affrontement majeur entre la Russie et les États-Unis ou l'OTAN. Et dire que les Russes sont inquiets à ce sujet est un euphémisme. Alors, examinons de plus près le LUCAS, cette caractéristique spéciale, et comment elle pourrait changer la face de la guerre telle que nous la connaissons. Tout d'abord, LUCAS est l'acronyme de Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Fabriqué par l'innovateur sous-traitant de la défense américain SpectreWorks en Arizona, c'est le dernier ajout à la gamme croissante d'armes avancées sans équipage des États-Unis. Il a fait ses débuts au combat lors de l'assaut des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février après avoir été dévoilé en juillet précédent et présenté pour la première fois en décembre. À première vue, il est un peu déroutant de comprendre pourquoi le LUCAS met la blogosphère militaire russe dans un tel état d'agitation. Le drone rejoint un arsenal croissant de drones d'attaque américains de bas de gamme, dont le Raytheon Coyote, l'Anduril Roadrunner, le Switchblade 6 Sense, et, dans une certaine mesure, le BAE Systems APKWS-2, un kit de conversion en roquettes guidé par laser pour les roquettes non guidées Hydra 70 de 70 mm. Comme ces systèmes, et comme son nom l'indique, le LUCAS est conçu pour être une arme de frappe aérienne à faible coût. Le capitaine de vaisseau Tim Hawkins l'a décrit ainsi. Coûtant environ 35 000 $ par plateforme, LUCAS est un système évolutif à faible coût qui offre des capacités de pointe pour une fraction du prix des systèmes américains traditionnels à longue portée capables de produire des effets similaires. Rien de surprenant à cela. La guerre en Ukraine a démontré sans ambiguïté l'inefficacité du rapport coût-efficacité lorsqu'on utilise des missiles haut de gamme et coûteux pour abattre des drones kamikazes bien moins chers. Un missile Tomahawk coûte environ 2 millions de dollars, un missile intercepteur Patriot PAC-3 autour de 4 millions de dollars et un missile AGM-158 JASSM-ER 1,2 millions de dollars. Et même un drone Switchblade 6 Sense coûte environ 120 000 dollars. Comparé à ceux-là, 35 000 $ pour un LUCAS est bien plus abordable. Ils sont également beaucoup plus rapides à produire que n'importe lequel des missiles mentionnés précédemment, ce qui facilite la constitution et le renouvellement des stocks. Donc, ce n'est pas le cas d'utilisation qui est si innovant. En fait, à première vue, la caractéristique la plus distinctive du LUCAS semble être que c'est un rare exemple moderne où les États-Unis ont fait de la rétro-ingénierie d'un système d'armes d'un adversaire majeur. Cet adversaire, c'est l'Iran, et le LUCAS est une version obtenue par rétro-ingénierie du tristement célèbre drone Shahed 136 de l'Iran.
C'est remarquable, car historiquement, ça a généralement été l'inverse. Dès les années 1970, l'Iran aurait conçu son missile anti-char guidé Tufan par rétro-ingénierie à partir du missile BGM-60 et 11 TOW des États-Unis. Sa famille de missiles avancés Almas a été développée par rétro-ingénierie de missiles israéliens Spike-MR capturés par le Hezbollah au Liban pendant la guerre du Liban de 2006. On pense également que l'Iran a construit au moins 5 modèles de drones furtifs, comme le Shahid 160 et 11 Semorg à réaction par rétro-ingénierie d'un drone Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Le drone avait franchi la frontière depuis l'Afghanistan et avait atterri en Iran en 2011. Le Shahid 136 est presque certainement le résultat de la rétro-ingénierie iranienne elle-même. Il semble être dérivé de la munition rôdeuse anti-radar israélienne IAI-Harpy, qui elle-même provient d'un modèle allemand des années 1980 appelé DAR, abréviation de dit drone anti-radar ou drone anti-radar. À présent, les États-Unis ont inversé la situation en procédant à la rétro-ingénierie de la contribution iranienne la plus largement utilisée dans la guerre moderne, le Shahid 136. Et pour rendre l'ironie encore plus cinglante pour l'Iran, la première utilisation du LUCA au combat s'est avérée être contre l'Iran lui-même. En mai 2025, le président Donald Trump avait loué la qualité et le faible coût de production du Shahid, le qualifiant de très bon, rapide et mortel. Il a critiqué les fabricants américains pour ne pas être capables d'en fabriquer un équivalent. Ensuite, les États-Unis semblent avoir obtenu une version abattue depuis l'Ukraine et en ont fait la rétro-ingénierie. La Russie tourmente l'Ukraine avec des raids à grande échelle menés par les Shahids et son équivalent produit localement, le Jerin, depuis 2022. L'Ukraine en a abattu des milliers, cependant, et au moins un Shahid intact semble avoir été transféré aux États-Unis. Le résultat est le LUCA, plus ou moins un analogue américain du même drone. Le LUCA est apparu pour la première fois sous la forme d'un drone conçu par SpectreWorks appelé FLM-136. Le numéro fait clairement référence à son origine iranienne. Bien que les spécifications exactes du LUCA n'aient pas encore été rendues publiques, le FLM-136 affiche une portée maximale déclarée de 444 milles nautiques et peut rester en vol jusqu'à 6 heures. Sa capacité totale de charge utile, hors carburant, est de 40 livres et il vole à une vitesse de croisière d'environ 74 nœuds avec une vitesse de pointe pouvant atteindre 105 nœuds. Les spécifications du LUCA sont similaires ou supérieures au prototype, mais globalement équivalentes au Shahid iranien et au Jerin russe, voire parfois inférieures. Par exemple, lorsque l'Iran a présenté le Shahid 136 en 2021, son autonomie estimée était de 940 à 1240 miles, soit 2 à 3 fois supérieure à celle du FLM 136. Et la Russie a ensuite introduit des versions plus avancées de la plateforme depuis sa gigantesque usine d'Alabuga au Tatarstan, y compris le Jerin 3 à réaction. Cela signifie que le LUCA n'a rien d'inconnu pour les Russes. La Russie a lancé environ 50 000 drones Jerin Shahid contre l'Ukraine depuis 2022 après tout. Alors, qu'est-ce qui fait que le LUCA donne des sueurs froides aux hauts gradés de l'armée russe? En un mot, Starlink. Après l'annonce de l'usage des drones LUCA par les États-Unis contre l'Iran, des blogueurs militaires russes ont relayé des images publiées en décembre par le Pentagone montrant un tir d'essai du LUCA depuis la mer. Lors de ce lancement, la marine américaine avait testé un drone LUCA depuis le navire de combat littoral de classe Independence, l'USS Santa Barbara. Les blogueurs se sont concentrés sur une boîte de communication placée au sommet du drone. La boîte est clairement un terminal pour Starlink, ou pire encore pour la Russie, le réseau spécialisé de communication par satellite militaire des États-Unis, construit sur la base de Starlink et appelé Starshield. La chaîne Telegram russe influente Rybar, qui compte plus de 1,5 million d'abonnés, a résumé de façon succincte l'inquiétude générale. Ce qui était inévitable est arrivé. Des terminaux Starlink ont été installés sur des drones américains LUCA de type Jerin, permettant une communication résistante au brouillage partout dans le monde où le réseau d'Elon Musk fonctionne. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, selon Rybar, l'efficacité des frappes de drones ennemis va augmenter d'un ordre de grandeur. La chaîne obsédée par la guerre était tout aussi préoccupée. Que voyons-nous? Ont-ils écrit? Une antenne de réception Starlink qui permettra au drone, s'il n'est pas abattu, d'être guidé précisément vers sa cible, tout en restant connecté jusqu'à la toute dernière fraction de seconde. Désormais, Starlink est de plus en plus un mot qui met le président russe Vladimir Poutine hors de lui. Starlink est depuis longtemps au cœur des communications militaires ukrainiennes, en particulier sur le champ de bataille.
En 2025, la Russie utilisait de plus en plus le système Starlink, allant même jusqu'à introduire des drones Gerin guidés par Starlink. Cela s'est arrêté brusquement lorsque Starlink a coupé la connectivité Starlink russe en février, mettant fin aux expérimentations russes, provoquant le chaos alors que les communications s'effondraient, entraînant une offensive russe bloquée et de vigoureuses contre-attaques ukrainiennes. Aussi efficace soit-il pour communiquer, la vraie valeur de Starlink réside dans le fait que les drones qu'il guide sont presque impossibles à brouiller. Désormais, l'une des principales méthodes pour contrer les drones, en Ukraine comme en Russie, consiste à utiliser la guerre électronique, GE, pour brouiller les signaux qui les dirigent vers leur cible. Le brouillage fait rater la cible aux drones, les fait s'écraser sans dégâts ou les détourne et permet à l'adversaire de les capturer. La plupart des drones FPV et des drones kamikazes rôdeurs plus grands utilisent le GPS ou dans le cas russe, son équivalent GLONASS pour le guidage. Ainsi, l'Ukraine comme la Russie ont, par nécessité, maîtrisé l'art de ce type de guerre électronique de brouillage anti-GPS et affinent constamment leurs capacités. Selon le légendaire spécialiste ukrainien de la guerre électronique Sergei Beskresnov, également connu sous le nom de code Flash, les Russes ont capturé tous les types de nos principaux drones comme trophées. Bien sûr, ils ont étudié toute l'électronique, les communications internes et les systèmes de navigation de nos drones. Mais les drones guidés par Starlink sont un cauchemar pour les systèmes de guerre électronique parce que, comme le confirment les blogueurs militaires russes, ils sont beaucoup plus difficiles à abattre que les drones guidés par GPS. C'est une question de signaux. Le GPS GLONASS et d'autres satellites de navigation fonctionnent en orbite terrestre moyenne, ou MEO. C'est à environ 20 000 km au-dessus de la Terre. Il y a également un nombre relativement restreint de ces satellites en orbite. 31 pour le GPS, 24 pour GLONASS, 35 pour le Beidou chinois et 25 pour le réseau Galileo de l'UE respectivement. Depuis une distance aussi grande, ils transmettent des signaux de navigation relativement faibles et sur des bandes étroites. À leur arrivée au sol, ces signaux sont faibles, ce qui les rend faciles à brouiller. Les brouilleurs produisent essentiellement des signaux dans les mêmes bandes qui noient le signal GPS. Si votre brouilleur délivre plus de puissance que le signal GPS au niveau du récepteur, il peut noyer les signaux GPS et faire dévier le drone qui les reçoit ou le faire s'écraser. Sur un front aussi long qu'en Ukraine, de puissants brouilleurs ne sont pas nécessaires pour une guerre électronique efficace sur une grande zone. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Vous avez surtout besoin de brouilleurs puissants pour bloquer les signaux GPS placés le long des lignes de front. La solution de la Russie a été de développer une flotte de brouilleurs mobiles montés sur camions comme le R330ZH, Zytel, un RL257, Krushuka 4 et le RB341V Liar 3. Ils se sont révélés assez efficaces contre les drones et même contre les missiles guidés par GPS comme le JDAM, dont les signaux tombent parfaitement dans la plage de fréquence du Zytel. Voilà le genre de détails qui font que les missions militaires se distinguent des autres chaînes à thème militaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des dernières actualités des principaux points chauds de la planète. Actuellement, l'Ukraine change constamment les fréquences qu'elle utilise pour guider les drones, tout comme la Russie, créant ainsi un jeu sans fin de mesures et de contre-mesures alors que les deux camps s'adaptent. Parfois, les drones d'un camp prennent l'avantage, tandis que l'autre camp cherche comment ajuster ses contre-mesures de brouillage. Ou, comme le dit le commandant russe Ishtuganov, l'ennemi joue avec les fréquences. Nous reconfigurons nos systèmes de guerre électronique. L'ennemi commence à nous perturber par guerre électronique. Nous passons à d'autres fréquences. Tout cela est rendu possible grâce aux signaux faibles de ces satellites MEO lointains. Mais Starlink, c'est une toute autre histoire. Cela pose un problème à la Russie, car actuellement, et pour un avenir prévisible, elle n'a aucun moyen d'y faire face. C'est impossible à brouiller. Contrairement aux satellites de navigation, Starlink fonctionne en orbite terrestre basse, ou LEO. Les satellites ne sont pas à des milliers de kilomètres de la Terre. Ils orbitent à environ 550 km au-dessus de la Terre. Il y a actuellement environ 10 020 satellites Starlink en orbite. Le chiffre magique de Dix-1000 a été atteint le 17 mars 2026 après qu'une fusée Falcon 9 lancée depuis le complexe de lancement spatial 4Est à la base de la force spatiale de Vandenberg en Californie a placé 25 satellites supplémentaires en orbite. Starlink a en réalité lancé un total de 11 529 satellites depuis mai 2019, mais certains d'entre eux ont servi de remplacement pour des engins spatiaux hors service qui ont été désorbités.
Ces satellites filent autour de la Terre à près de 17 000 miles par heure, formant un maillage qui recouvre la planète et offrant une couverture presque omniprésente où que vous soyez à la surface du globe. Cela crée deux énormes problèmes pour la Russie, ou d'ailleurs pour l'Iran, la Chine ou tout autre adversaire cherchant à abattre un drone guidé par Starlink. Premièrement, chaque terminal Starlink ne reçoit pas un signal d'un seul satellite Starlink comme une ancienne parabole. Il saute sans cesse entre les unités du réseau maillé lorsqu'elles bougent dans le ciel. À tout moment, chaque terminal est susceptible de basculer entre différents satellites sur de courtes périodes. Cela signifie que la Russie ne doit pas simplement brouiller un seul signal sur un seul vecteur, elle doit toucher l'équivalent d'une cible mobile placée sur un réseau en mouvement. Deuxièmement, les satellites Starlink étant bien plus proches de la Terre que les satellites GPS, le signal reçu est bien plus fort. Donc, la Russie a besoin d'un brouilleur beaucoup plus puissant pour bloquer et couvrir le signal. Ce n'est certainement pas au-delà des capacités de la Russie pour un lien satellite isolé, même avec un signal plus puissant. Mais essayer de brouiller tout un réseau de plus de 10 000 satellites qui se déplacent à des vitesses supérieures à Mach 22, c'est un tout autre niveau de problème. À ce stade, c'est aussi un problème insurmontable. Brouiller les drones ne dépend plus d'un camion brouilleur près du front. Il vous faut une flotte bien plus puissante de brouilleurs, surtout si le terminal utilise une antenne directionnelle et un traitement de signal moderne, comme c'est probablement le cas pour Lucas. Au lieu de brouiller de faibles signaux vers des récepteurs isolés, la Russie doit maintenant submerger un lien multisatellite à saut de fréquence, qui change constamment de géométrie avant même que vous puissiez vous y accrocher. C'est techniquement faisable à grande échelle, mais l'échelle requise dépasse presque certainement largement les capacités de la Russie pour un avenir prévisible. Des chercheurs militaires chinois ont simulé le nombre de brouilleurs nécessaires pour supprimer la connectivité Starlink au-dessus de Taïwan. Supprimer ce réseau serait probablement un élément crucial dans toute invasion chinoise réussie. La simulation a conclu qu'il faudrait une grille optimale d'au moins 935 brouilleurs aéroportés synchronisés et puissants pour supprimer complètement la couverture. Sinon, en s'appuyant sur des systèmes moins puissants, la Chine pourrait avoir besoin de près de 2000 drones de brouillage pour obtenir un effet similaire. Transposez cela à l'Ukraine, où la ligne de front s'étend sur 800 à 1200 km et la Russie aurait probablement besoin de plusieurs milliers de brouilleurs montés sur camions rien que pour que leurs zones se rejoignent. Ajoutez à cela les millions de kilomètres carrés que la Russie doit défendre contre les frappes de drones ukrainiens longue portée équipés de Starlink, et vous voyez combien le problème est insurmontable. L'utilisation par Starlink de la modulation à spectre étalé rend déjà le brouillage des signaux bien plus complexe qu'avec le GPS. Cette technique de transmission répartit le signal sur une large gamme de fréquences selon un schéma qui change constamment, basé sur une clé cryptographique partagée uniquement entre le terminal et le réseau. Cela signifie que si vous brouillez une partie du spectre, il y a de fortes chances que vous ne touchiez que du bruit. Même si vous réunissez suffisamment d'unités et la puissance massive nécessaire pour brouiller l'ensemble du spectre de fréquences, vous vous heurtez quand même au chiffrement et au schéma de modulation basés sur des clés que vous ne pouvez pas prévoir sans avoir accès à la gestion des clés sous-jacentes. Et ceux-ci, inutile de le préciser, sont hautement classifiés. La Russie aurait finalement besoin d'une flotte de brouilleurs bien plus puissante et étendue que ce qu'elle a montré en Ukraine. Cela coûterait au moins des centaines de milliards de dollars. Pour une nation qui peine déjà à financer sa guerre, cela risque d'être quasiment impossible. Gardez à l'esprit que les équipements de guerre électroniques sont loin d'avoir été détruits par l'Ukraine. Leurs signaux en font, dans une certaine mesure, des cibles faciles pour les frappes de drones, missiles et artillerie ukrainiens. Le site indépendant Oryx Spionkop, qui suit les pertes d'équipements russes à l'aide d'une méthodologie de confirmation visuelle, recense au moins 94 systèmes russes de brouillage et de leurrage mis hors service par l'Ukraine depuis 2022. Donc, non seulement la Russie devrait mobiliser des fonds, des ressources et de la main-d'œuvre énormes pour construire l'architecture de suppression nécessaire, mais elle devrait aussi les maintenir actifs assez longtemps pour qu'ils soient efficaces. Ces problèmes ne feraient que s'aggraver si les États-Unis utilisaient le réseau Starshield au lieu de Starlink. Starshield est un réseau spécialisé construit par SpaceX spécifiquement pour l'armée américaine en 2022.
Selon un porte-parole de l'entreprise, il fournit une sécurité et un chiffrement renforcés pour les usages gouvernementaux et militaires liés à la sécurité nationale en utilisant des satellites détenus et contrôlés par le gouvernement américain. Le réseau comprend au moins 183 satellites Starshield dédiés, dotés d'une sécurité renforcée, de capteurs d'observation de la Terre et de charges utiles hébergées, ainsi que des communications sécurisées et chiffrées via l'infrastructure existante de Starlink. Si les États-Unis installent des liaisons Starshield sur le Luka, la Russie aura encore plus de mal à les brouiller. Le chiffrement, l'authentification et la gestion des clés de Starshield sont plus renforcées et strictement contrôlées, ce qui rend l'usurpation d'identité encore plus difficile et le brouillage beaucoup plus coûteux. Mais pour la Russie, cela empire encore, bien pire, parce qu'il n'y a pas que les drones Luka dont la Russie doit s'inquiéter. Des liaisons Starlink ou Starshield pourraient, en théorie, être installées sur pratiquement chaque missile et drone de l'arsenal américain, là où les contraintes aérodynamiques le permettent. Imaginez des Tomahawk ou des HIMARS connectés à Starlink. Les Russes y ont pensé et en sont devenus verts de jalousie rien qu'à cette idée. Comme le déplore le blogueur militaire russe Russian Engineer, tous ces systèmes de frappe à longue portée pourront être contrôlés n'importe où sur la planète et atteindre la même précision que les drones FPV, littéralement à travers une fenêtre. Ce n'est pas simplement une évolution dans les affaires militaires, c'est une véritable révolution, note la publication, et il est difficile de contester cela. Alors, que peut faire la Russie face à cela ? Depuis des années, on agite régulièrement la peur que la Russie développe des armes anti-satellites capables de détruire des satellites hostiles en orbite. Même si ces armes existent, la taille et la rapidité du réseau Starlink exigeraient énormément de temps et d'argent pour lui causer des dégâts importants. Comme le note le blogueur russe Dmitry Kornanikin, il faut oublier les récits soviétiques de clous en orbite pour détruire les constellations de satellites. Cela marcherait contre des centaines, pas contre des dizaines de milliers. Donc, il n'y a actuellement aucune solution et la panique est palpable. Ribard exige que le Kremlin commence dès maintenant à développer des moyens de détruire des milliers de satellites Starlink. Cela doit être financé comme la plus haute priorité. Cependant, il ne précise pas d'où l'argent est censé venir. Obsessed with War dresse un pronostic sombre. Si dans un an nous ne trouvons pas de solution contre cette constellation de satellites, alors les choses iront très mal pour nous, ont-ils écrit. Cela dit, la Russie a expérimenté la technologie de brouillage de Starlink et a peut-être déjà obtenu certains succès. En 2024, l'armée ukrainienne a commencé à signaler des coupures dans les connexions Starlink, les responsables militaires attribuant ces perturbations à la Russie, qui teste différents mécanismes. Des documents militaires américains fuités suggèrent que ces perturbations pourraient provenir d'un système nommé Tobol, conçu à l'origine pour protéger les satellites russes du brouillage. La Russie semble également développer un système plus récent et plus sophistiqué appelé Kalinka. Ce système est spécifiquement destiné à détecter et perturber les signaux vers et depuis les satellites Starlink afin de perturber le fonctionnement des drones ukrainiens et les communications militaires. Andrei Bezrukov, le directeur du Centre russe pour les systèmes et technologies sans pilote qui développe le système, a déclaré aux médias d'État que le soi-disant tueur de Starlink pourrait également détecter les terminaux de communication connectés à Starshield. Nous devons attendre pour voir si ces systèmes sont efficaces ou aussi peu efficaces que les chars russes. Il est possible que la réponse la plus efficace de la Russie et de la Chine soit simplement « si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ». Les deux nations essaient frénétiquement de lancer leurs propres équivalents de Starlink. La Russie développe Zorki, un concurrent national de Starlink avec une production en série des terminaux prévus pour 2026 et des plans pour plus de 300 satellites d'ici 2027. La Chine, de son côté, développe des technologies anti-satellites à base de lasers et de micro-ondes pour contrer Starlink et Starshield. Et elle développe également plusieurs constellations de satellites à grande échelle. Le réseau Qianfan, ou réseau des 1000 voiles, compte déjà environ 100 satellites déployés, avec un objectif de 15 000. Le réseau Guolwang, ou Satnet, est actuellement en phase de test avec un projet de 13 000 satellites, et le réseau Honghu 3, actuellement en phase de planification, devrait à terme compter environ 10 000 satellites opérationnels. La Force spatiale américaine possède le système de contre-communication, les Meadowlands et des terminaux modulaires à distance capables de brouiller les liaisons montantes et descendantes des satellites ennemis. Cependant, ces systèmes n'ayant pas encore affronté de menaces russes ou chinoises comme Starlink, leur efficacité reste incertaine. Le régime iranien n'a plus de refuge. Ses défenses aériennes détruites. Les États-Unis ont atteint une suprématie aérienne inédite pendant l'opération Fureur épique. Comment le savons-nous ? Les B-52 sont dans le ciel et ils survolent la terre ferme.
Il largue quelque chose dont l'Iran ne peut pas se remettre, puis répète l'opération pour provoquer un effondrement en chaîne. Il y a des boules de feu au-dessus de l'Iran, en ce moment, alors que les B-52 traquent les derniers bunkers iraniens jusqu'à leur destruction totale. C'est un grand changement dans la stratégie aérienne américaine. C'est le président des chefs d'état-major interarmés, le général de l'US Air Force Dan Kane, qui l'a annoncé. Lors d'un briefing du 31 mars au département de la Défense, Kane a révélé que les États-Unis sont tellement confiants dans la suprématie aérienne qu'ils ont atteint dans le ciel iranien qu'ils déploient des bombardiers B-52 au-dessus du territoire pour la première fois de la campagne. Ces bombardiers de l'ère de la guerre froide, en service depuis 1961, offrent aux États-Unis des frappes plus intenses contre les bunkers et nœuds militaires iraniens qu'auparavant. Ils peuvent voler, car les 30 premiers jours de l'opération Epic Fury ont si bien détruit le réseau de défense aérienne multicouche mis en place par l'Iran, pour empêcher l'arrivée de ce type de plateforme. Kane a rendu tout cela très clair dans sa déclaration en disant « Compte tenu de l'augmentation de la supériorité aérienne, nous avons réussi à commencer à mener les premières missions de B-52 au-dessus du territoire, ce qui nous permet de continuer à prendre le dessus sur l'ennemi. » Ces missions au-dessus du territoire impliquent l'utilisation de munitions anti-bunker GBU-31 qui délivrent 900 kg de puissance de feu terrifiante. Des bombes tombent actuellement sur des sites clés à Ispahan, comme vous le verrez en continuant à regarder. La BBC indique que des observateurs militaires attentifs auraient pu prévoir un tel événement. Elle signale que des signes de cette évolution ont été constatés à la base Air RAF Berford, où des B-52 sont stationnés pour préparer des attaques contre l'Iran. Quelques jours avant la déclaration de Kane, la BBC rapporte que des B-52 et d'autres avions ont quitté cette base aérienne britannique, équipée des JDAM désormais largués sur l'Iran. Les États-Unis ont également adopté une stratégie de ciblage dynamique, révèle Kane, ce qui signifie que tous leurs avions reçoivent de nouvelles cibles en vol et, dans certains cas, ils sont même chargés de localiser et d'attaquer des cibles par eux-mêmes. Tout cela montre que les États-Unis n'ont plus seulement la supériorité mais la suprématie aérienne sur l'Iran. Après tout, ce n'est pas la première fois que les B-52 sont utilisés en Iran. Dès le 4 mars lors de l'opération Epic Fury, Military Times rapportait que les États-Unis avaient utilisé leurs plus vieux bombardiers contre l'Iran. Mais alors, pourquoi ce que nous voyons maintenant est-il si important ? La réponse est quelque chose qui a changé l'Iran. Et ce changement peut être vu dans un mot-clé que Kane a utilisé en annonçant l'arrivée de nouveaux bombardiers B-52 par voie terrestre. Les premiers B-52 étaient équipés de munitions à longue portée, comme le missile de croisière AGM-158 Jasmer, plutôt que des bombes anti-bunker qu'ils larguent maintenant sur l'Iran. Les États-Unis pensaient devoir rester prudents avec leurs vieux bombardiers au début de l'opération Epic Fury. Ils devaient attaquer à distance plutôt que de s'approcher. Ce qui se passait probablement auparavant, c'est que les chasseurs furtifs américains, équipés de capteurs, comme le F-35 et le F-22, trouvaient des couloirs aériens sûrs pour les B-52 qui arrivaient, larguaient leurs munitions, puis repartaient avant que les défenses aériennes iraniennes ne puissent les intercepter. La situation a changé. Les B-52 survolent désormais le territoire, pénétrant profondément dans l'espace aérien iranien. La supériorité aérienne qui permettait les frappes des B-52 est devenue une suprématie aérienne, rendant ces frappes possibles à l'intérieur des terres. Et il y a une ville en Iran qui ressent la douleur de la prochaine phase d'utilisation des B-52 plus que tout autre. Ispahan. La ville est déjà connue pour ses installations nucléaires souterraines, que les États-Unis ont frappées avec de puissantes bombes anti-bunker auparavant. Plus particulièrement, les États-Unis ont déployé des bombardiers furtifs, B-2 Spirit, armés de bombes pénétrantes de forte puissance de 30 000 livres, pour détruire les installations nucléaires d'Ispahan, lors de l'opération Midnight Hammer, à l'été 2025. Ces installations ont résisté, faisant d'Ispahan le site probable de l'uranium enrichi restant en Iran, potentiellement utilisable pour une arme nucléaire. Au-delà des installations nucléaires, Ispahan compte plusieurs centres militaires ciblés par les B-52 américains, qui s'enfoncent plus profondément dans le territoire. Les images le montrent. Des vidéos d'Iran montrent des bombardements déclenchant des explosions en chaîne dans l'une des principales villes du pays. AP News a diffusé une compilation de vidéos, toutes filmées par des témoins oculaires dans la ville. Durant plus de 40 secondes, nous voyons sans cesse la même chose. Des explosions terrifiantes secouent la terre, projetant d'énormes boules de feu et de vastes panaches de fumée dans le ciel. Parfois, des réactions en chaîne d'explosions sont observées,
indiquant soit le largage de plusieurs bombes, soit des explosions secondaires dues à des munitions détruites au sol. Les États-Unis ne se gênent pas pour partager eux-mêmes ces images. Le président américain Donald Trump a utilisé son compte Truth Social pour partager des images d'une réaction en chaîne de frappe, que l'on aperçoit brièvement dans la vidéo de l'AP News. Cette version étendue de la vidéo peut aussi révéler quel type de cible les États-Unis frappent depuis le déploiement de leur B-52 au-dessus d'Ispahan. La taille et la nature des explosions suggèrent que les bombes américaines ont frappé un dépôt de munitions souterrain, renforcé dans cette ville iranienne clé. Cela implique l'utilisation de bombes anti-bunker, ce dont nous allons parler dans un instant. Restons un instant sur Ispahan. L'idée que les États-Unis viennent de frapper l'un des dépôts de munitions de la ville avec leur B-52 est appuyée par le fait qu'Ispahan abrite un immense complexe de missiles. L'initiative contre la menace nucléaire indique que ce complexe est le plus grand site d'assemblage et de production de missiles en Iran, construit dans les années 1980, avec l'aide de la Chine et de la Corée du Nord. C'est ici que l'Iran a développé le système Shahab 4, que beaucoup en Occident considèrent comme étant conçu pour servir de vecteur de lancement pour les armes à longue portée de l'Iran. L'initiative contre la menace nucléaire indique également que l'Iran fabrique des missiles de la classe M et des Silkworm HI-2 chinois à Ispahan. Cela montre qu'il y a de nombreuses munitions explosives enfouies sous terre dans cette ville iranienne. Et cela nous ramène aux bombes anti-bunker. Selon Al Jazeera, les États-Unis n'ont pas limité les vols de bombardiers B-52 à Ispahan. Téhéran et plusieurs autres villes iraniennes ont également été visées, comme Karaj, qui abrite plusieurs zones industrielles. Cependant, ce sont les bombes anti-bunker larguées sur Ispahan, très probablement les bombes de 2000 livres que nous avons mentionnées plus tôt, qui ont fait la une des journaux. Au-delà de celles que nous avons vues dans les images partagées jusqu'à présent, Al Jazeera affirme que les États-Unis ont largué plusieurs de leurs puissantes bombes anti-bunker dans les régions montagneuses entourant Ispahan, provoquant encore plus d'explosions secondaires, vraisemblablement lorsque les stocks de munitions et de missiles de l'Iran sont partis en flammes. La source précise que les bombardements américains ont aussi ciblé des infrastructures industrielles clés en Iran, comme des usines sidérurgiques, pétrochimiques et des sites nucléaires. Les États-Unis passent d'une stratégie visant uniquement des cibles militaires à l'emploi de B-52 pour priver l'Iran de ses moyens de production. L'opération Epic Fury se transforme en une campagne d'usure et les B-52 en sont au centre. Cependant, ils pourraient également être au centre d'autre chose, ce qui a pris tout le monde au dépourvu. Avant cela, vous regardez les missions militaires. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Revenons à l'événement inattendu à Ispahan. J'ai déjà indiqué qu'Ispahan est probablement le principal site de stockage d'uranium enrichi. Certains estiment que l'Iran garde cet uranium pour maintenir la menace de fabriquer une bombe sale. L'Iran possède près de 450 kg de cet uranium, qui a été enrichi à 60% de l'isotope explosif, U-235, et il ne faudrait pas beaucoup plus de travail pour l'amener au niveau d'enrichissement de 90% nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire. Les États-Unis refusent que l'Iran ait cet uranium. Les États-Unis veulent tant priver l'Iran de ses capacités nucléaires que des rumeurs évoquent une audacieuse opération terrestre visant à déployer des troupes des forces spéciales à Ispahan. Selon ces rumeurs, ces troupes auraient pour mission d'extraire l'uranium iranien du bunker nucléaire souterrain de la ville, puis de repartir aussitôt, sans chercher à occuper l'endroit. C'est un plan audacieux qui comporte de nombreux dangers. Chaque minute que les troupes américaines passeront à Ispahan les rendra vulnérables aux missiles et drones iraniens. C'est là que les B-52 interviennent. Ynet News signale que les effets pyrotechniques des frappes à Ispahan sont impressionnants, mais pourraient masquer les vrais objectifs américains. Il suggère que ce qui se passe en ville pourrait être un effort coordonné des États-Unis pour enfouir l'uranium enrichi supposé stocké à Ispahan. L'idée serait d'utiliser des bombes anti-bunker, comme celles des B-52 pour effondrer les tunnels menant au site de stockage d'uranium iranien. Si les États-Unis réussissent, selon Ynet, ces sites deviendraient inaccessibles à l'Iran pendant un an ou plus, évitant ainsi d'envoyer des forces spéciales pour extraire le matériau dangereux. Cette théorie paraît plus logique à mesure qu'on y pense. Les bombes anti-bunker pour lesquelles nous avons des preuves semblent toutes cibler des sites contenant des explosifs comme les dépôts de munitions iraniens. Celles destinées à détruire les tunnels d'Ispahan étaient bien plus difficiles à détecter. Elles s'enfouiraient sous terre, exploseraient, et produiraient des effets visibles à proximité. Mais il n'y a pas de boule de feu dans le ciel lors de l'effondrement des tunnels, seulement de la fumée et des débris, sans pyrotechnie. Ces frappes de B-52, qui ont fait la une des journaux, auraient-elles pu servir de couverture à la véritable mission des B-52 américains, à Ispahan?
Ynet semble le penser. Il affirme que les bombardiers américains ont soigneusement coordonné leurs frappes afin de faire s'effondrer les tunnels sans détruire l'uranium lui-même, qui, selon le média, est maintenant enfermé sous 100 mètres, soit près de 330 pieds de roches solides. Les prochains jours montreront peut-être que les États-Unis ont réalisé encore plus que les résultats déjà impressionnants observés jusqu'ici. L'Iran, de son côté, a tenté de répondre à l'assaut des B-52 américains à Ispahan. Dans son rapport du 31 mars, le Times of India a indiqué que l'Iran avait tiré des missiles vers Israël en réponse aux attaques, la plupart étant interceptés ou tombés dans des zones dégagées, sans faire état de victimes dans l'immédiat. Al Jazeera affirme au contraire dans un rapport du 1er avril qu'un missile balistique iranien a atteint sa cible en Israël, blessant 16 personnes. L'Iran continue d'affirmer qu'il ne reculera pas, malgré des B-52 survolant la zone sans être inquiétés. Mais la crédibilité de ce message est discutable puisque les États-Unis disent que l'Iran souhaite un cessez-le-feu. Avant d'en arriver là, nous devons répondre à la question de savoir comment tout cela est possible. La destruction du réseau de défense aérienne iranien a déjà été largement rapportée. Moins d'une semaine après le début des opérations Epic Fury et Roaring Line, les forces israéliennes ont annoncé que 80% des systèmes de défense aérienne iraniens étaient détruits. C'était un bon point de départ, mais ce n'était pas tout à fait suffisant pour obtenir la suprématie aérienne nécessaire aux frappes terrestres des B-52 que nous voyons actuellement. C'était un bon point de départ, mais ce n'était pas tout à fait suffisant pour obtenir la suprématie aérienne nécessaire aux frappes terrestres des B-52 que nous voyons maintenant. Les États-Unis et Israël continuent de les éroder progressivement. Odyx Mars Kane rapportait que la plupart de leurs systèmes de missiles solaires haut de gamme ne jouent pratiquement plus aucun rôle à ce stade, en parlant des défenses aériennes de l'Iran, ajoutant que les chasseurs américains pouvaient désormais voler avec une relative impunité. C'est un vrai problème pour l'Iran. L'impunité des chasseurs s'est étendue aux bombardiers B-52, bien plus lents et plus gros, car ces chasseurs peuvent détruire les défenses aériennes iraniennes les plus avancées. L'Iran avait des défenses aériennes censées pouvoir abattre le B-52. Le Bavar 373 que l'Iran a construit lui-même a une portée de détection maximale de près de 200 miles, ce qui était bien au-dessus du plafond opérationnel de 50 000 pieds du B-52, comme le souligne Army Technology. Les batteries S-300 PMU-2, achetées par l'Iran à la Russie, devraient pouvoir cibler le vieux bombardier américain. Mais elles n'y parviennent pas. Et la raison pour laquelle elles n'y arrivent pas, c'est que presque toutes ont été détruites. Les États-Unis sont maintenant tellement confiants dans leur suprématie aérienne que les B-52 peuvent voler presque partout en Iran sans crainte. Nous disons presque, car il subsistera des poches isolées de défense aérienne en Iran. Qu'il s'agisse de systèmes terrestres ou de missiles portatifs, ces poches restent menaçantes, mais c'est là que des avions de chasse volant en toute impunité peuvent aider. Munis de capteurs, ils détectent ces menaces, les détruisent ou transmettent des informations aux pilotes de B-52 pour indiquer quelle zone de l'Iran éviter. Manifestement, l'Iran n'a plus de défense aérienne à Ispahan. La salve de frappe que les B-52 ont menée dans cette ville en est la preuve. Les améliorations du B-52 peuvent aussi aider les frappes terrestres que nous voyons émerger. Un élément clé est le programme de modernisation du radar développé par l'US Air Force pour ce vieux bombardier. Business Insider affirme que les améliorations du radar dont bénéficie le B-52 le rendent plus efficace contre les techniques de guerre électronique, ce qui enlève encore un atout aux défenses iraniennes. Le premier vol d'un B-52 avec ce nouveau radar a eu lieu en décembre 2025, donc les bombardiers survolant l'espace aérien iranien pourraient en être dotés. Tout cela signifie pour l'Iran qu'un bombardier que son réseau de défense aérienne devait neutraliser peut désormais voler où il veut, car ce réseau n'existe plus. C'était déjà un problème lorsque le B-52 était déployé comme vecteur de munitions de longue portée. Avec 70 000 livres de capacité d'emport, le plus vieux bombardier américain peut délivrer plus de puissance de feu en une mission que tout autre appareil aérien du pays. Mais désormais, cette charge utile massive est associée à la polyvalence qui fait la renommée du B-52. L'US Air Force elle-même affirme que le B-52 est capable de lancer la plus large gamme d'armes de tous les appareils de l'arsenal américain, tout en pouvant en délivrer davantage. Des bombes à gravité, des missiles guidés de précision, des JDAM, des bombes anti-bunker, des bombes à sous-munitions, des mines et même des ogives nucléaires peuvent être chargées dans cette bête d'avion. Avoir des B-52 survolant le territoire signifie que l'Iran ignore quel problème il devra ensuite affronter. Plus tôt lors de l'opération Epic Fury, il s'agissait de munitions de longue portée. À Ispahan, ces derniers jours, il semble que ce soit des bombes anti-bunker. Demain, cela pourrait être autre chose. Impossible de prévoir avant que la puissance de feu frappe, ce qui pose un gros problème au régime iranien. C'est exactement pour ce genre de mission que le B-52 a été conçu.
Ce n'est pas l'avion le plus impressionnant du monde. Personne ne le regarde avec le même niveau d'admiration qu'ils réservent au F-35 ou au B-2, qui sont tous deux élégants, stylés et furtifs. Mais ce sont les scalpels de l'US Air Force. Le B-52, lui, c'est la boule de démolition. Et lorsqu'un pays est aussi totalement dépourvu de défense aérienne que l'Iran, cette boule de démolition peut frapper encore et encore, sa polyvalence lui permettant de participer aux aspects de ciblage dynamique de l'opération Epic Fury, que Kane dit que les États-Unis commencent maintenant à exécuter. L'Iran n'a plus vraiment d'option pour faire face au B-52 américain, et c'est là qu'on pourrait voir un autre tournant dans l'opération. Nous avons dit plus tôt que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran souhaite un cessez-le-feu, sachant que les B-52 sont présents. Il s'est exprimé sur Truth Social pour le dire, déclarant « Le nouveau président du régime iranien, beaucoup moins radicalisé et bien plus intelligent que ses prédécesseurs, vient de demander aux États-Unis d'Amérique un cessez-le-feu. » Trump affirme que les États-Unis envisageront un cessez-le-feu si l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, donc les sorties des B-52 continueront jusque-là. Mais il y a un rebondissement. Le régime iranien affirme qu'aucune demande de cessez-le-feu n'a été faite, comme lorsque Trump a affirmé que des négociations avaient été commencées avec l'Iran, lequel disait alors que les États-Unis négociaient avec eux-mêmes. Dans un rapport du 31 mars, AA rapporte que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que son pays ne voulait pas de cessez-le-feu. L'Iran souhaite la fin totale des hostilités, des garanties contre de futures attaques, et une compensation pour les dégâts causés par les États-Unis lors de l'opération Epic Fury. Il semble très peu probable que les États-Unis acceptent dans ces conditions, donc parler d'un arrêt, qu'il s'agisse d'un cessez-le-feu, ou de quelque chose de plus permanent, est sans doute prématuré. Ou peut-être pas. Dans un rebondissement, Donald Trump a dit qu'aucun accord ne serait peut-être nécessaire. Dans un rapport du 1er avril, la BBC indique que le président estime que son pays sera capable de terminer le travail en Iran d'ici 2 ou 3 semaines. Cela signifie que les États-Unis partiront dès qu'ils seront certains que l'Iran ne peut pas fabriquer d'armes nucléaires, peu importe si le régime veut négocier. Nous les avons retardés de 15 à 20 ans. Ils n'ont pas de marine, pas d'appareils militaires, pas de forces aériennes, affirme Trump, ne laissant que la question nucléaire en suspens. Les B-52 sont peut-être la réponse à cette question. Si leurs bombes anti-bunkers ont été déployées pour faire s'effondrer le réseau de tunnels iraniens, comme le dit Winnet, l'Iran pourrait perdre l'accès à son uranium enrichi. 2 ou 3 semaines supplémentaires de frappes B-52 pourraient détruire les installations et centrifugeuses, infligeant plus de dégâts à un appareil militaire que Trump dit avoir déjà repoussé de plusieurs décennies. Peut-être que désormais, il ne reste qu'au B-52 à traquer les derniers bunkers iraniens jusqu'à leur destruction totale. Même en cas de succès, un accord comptera peu pour les États-Unis. Le B-52 n'est pas la seule vieille plateforme aérienne que les États-Unis peuvent utiliser en Iran après avoir obtenu la suprématie aérienne. Les défenses aériennes multicouches de l'Iran étaient censées garantir son succès, limitant les États-Unis à leurs bombardiers furtifs et avions de chasse, le reste étant abattu. Mais ces plans sont morts depuis longtemps. Désormais, les États-Unis ont des AH-64 Apache et des A-10 Warthog qui opèrent en Iran. Ils déchaînent l'enfer sur l'appareil militaire iranien, jouant leur rôle pour l'effacer de la carte avec des frappes si incroyables que l'Iran n'aurait jamais imaginé pouvoir être touché de cette façon. Comment cela est-il possible? Parce que les États-Unis ont obtenu la suprématie aérienne en Iran. Si vous les connaissez, vous les adorez, a déclaré le secrétaire à la guerre américain Pete Hegseth, le 26 mars, en annonçant que les hélicoptères Apache et les A-10 Warthog volent en toute impunité dans l'espace aérien iranien. Les hélicoptères Apache mènent librement des frappes dans l'espace aérien iranien et le détroit d'Ormuz, a ajouté Hegseth. Et cela nous montre que l'Iran n'a aucune réponse en matière de défense aérienne face aux frappes aériennes que posent les États-Unis. Ces appareils ne sont pas furtifs, loin de là en fait. Hegseth les décrit comme lents et volant à basse altitude, du moins comparé à des appareils comme le F-35 et le bombardier furtif B-2 Spirit. Cela montre à quel point les défenses aériennes de l'Iran ont été affaiblies. Vous n'envoyez ces plateformes lentes, volant à basse altitude, de soutien rapproché, que si l'ennemi n'a plus de défenses aériennes importantes, a déclaré Hegseth. Bien que cela paraisse audacieux, c'est en grande partie vrai. Les Apaches et les A-10 peuvent voler parce que l'opération Fureur épique et l'opération Lion rugissant ont vraiment mis à mal les défenses aériennes de l'Iran. Au 5 mars, le chef d'état-major de la Tsahal, le lieutenant-général Ayal Zamir, déclarait que 80% des systèmes de défense aérienne iraniens avaient été détruits ou neutralisés dans les 24 premières heures des frappes. Pour l'Iran, il ne reste que des nœuds de défense aérienne isolés,
souvent seulement des soldats avec des défenses portatives, face à des frappes trop rapides pour qu'ils réagissent. Les défenses aériennes multicouches de l'Iran ont été presque neutralisées par les États-Unis et Israël. Cependant, les commentaires de Zamir ne racontent pas toute l'histoire. Les difficultés de défense aérienne de l'Iran ont débuté avant l'opération Fureur épique et Lion rugissant. Dès le 12 décembre, Forbes signalait que l'Iran avait des failles majeures dans sa défense aérienne contre Israël et, plus tard, contre les États-Unis. L'ex-président Hassan Rouhani a critiqué ces défenses, déclarant « Le ciel iranien est désormais sûr pour l'ennemi. Nous avons perdu notre capacité de dissuasion. » Nos pays voisins, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, ont tous un espace aérien contrôlé par les États-Unis et Israël. Les États-Unis et Israël avaient déjà des bases proches de l'Iran, leur permettant d'y entrer pratiquement à volonté avant l'opération Epic Fury. C'était un problème, d'autant plus que les États-Unis et Israël avaient déjà dominé une première fois les défenses aériennes iraniennes. Pendant l'opération Midnight Hammer en juin, qui a déclenché la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, une grande partie des défenses aériennes iraniennes ont été détruites en quelques heures. C'est le problème, derrière, le problème pour l'Iran. Aussi impressionnant que cela puisse paraître d'avoir éliminé 80% des défenses aériennes du pays, la véritable raison pour laquelle l'Iran a échoué de façon aussi spectaculaire à empêcher les Hadix et les Apaches de voler dans son espace aérien, c'est que ces défenses étaient déjà compromises avant même l'arrivée de ces appareils. Au lancement de l'opération Epic Fury, selon Army Technology, le régime iranien n'avait plus qu'une centaine de lanceurs de défense aérienne, probablement incompatibles avec tous les missiles que l'Iran souhaitait employer contre les États-Unis au moment où les frappes américaines commençaient. L'Iran était perdant d'emblée. Un peu plus de 6 mois ne suffisaient pas à rétablir son réseau de défense aérienne au niveau d'avant sa paralysie par Israël et les États-Unis en juin. Ainsi, les Apaches et les Hadix peuvent désormais éliminer des cibles militaires partout en Iran. Avec des défenses aériennes, l'Iran l'aurait empêché. L'Apache est une cible facile pour les défenses aériennes modernes. Avec un plafond de service de seulement 20 000 pieds, il devrait être vulnérable même face aux anciens systèmes de défense aérienne russes et chinois qui sont censés composer le réseau de défense aérienne de l'Iran. Le S-300 par exemple, dont nous savons qu'il est présent en Iran, serait capable d'atteindre des cibles jusqu'à 19 miles d'altitude. Certes, ce chiffre concerne la version la plus moderne du S-300, mais cela reste environ 5 fois l'altitude maximale d'un Apache, et même les anciennes variantes peuvent tirer des missiles dépassant largement le plafond de service de l'Apache. Le simple fait que l'Apache vole en Iran indique que Exat a parfaitement raison au sujet des défenses aériennes iraniennes. Du moins, en grande partie. Il ne faut pas oublier que 80% n'est pas 100%. L'Iran dispose encore de systèmes de défense aérienne, bien que leur type et emplacement restent inconnus. Cependant, comme le note Army Recognition, la présence de Hadix et d'Apache au-dessus du détroit d'Ormuz le montre. Les États-Unis ont, au minimum, créé de grandes poches localisées de supériorité aérienne. Et il est probable qu'ils soient capables de maintenir ces couloirs ouverts grâce à une combinaison de guerre électronique, de bases avancées et de la suppression de toute défense aérienne que l'Iran tenterait de déployer pour contrer les appareils américains. La supériorité évolue vers la suprématie, donnant aux États-Unis un contrôle accru sur l'espace aérien iranien. Mais avant d'en arriver là, concentrons-nous sur la façon dont les États-Unis utilisent leurs Hadix et leurs Apaches en Iran. Selon Eggs, l'objectif principal pour les deux était de faire des sorties répétées, au-dessus des voies navigables iraniennes, en se concentrant sur le détroit d'Ormuz. Si c'est le cas, alors ce sont définitivement des plateformes dotées de capacités qui les rendent parfaitement adaptées à ce travail particulier. L'Hadix, avec son blindage en titane, ses multiples systèmes de vol redondants, sa capacité à voler à basse altitude et, bien sûr, son canon GAO-8A de 30 mm, capable de déchiqueter l'acier, semble presque conçu spécialement pour cela, pour contrer les vedettes rapides d'attaque iraniennes menaçant les navires marchands dans le détroit. Conçu à l'origine comme destructeur de chars pour soutenir les forces terrestres, l'Hadix est devenu une plateforme polyvalente déployée après la neutralisation des défenses aériennes ennemies. Les vedettes rapides sont neutralisées par les canons de l'Hadix. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la cellule de l'appareil, en ce qui concerne son utilité et ses frappes, contre des cibles sur le territoire iranien. Après tout, nous avons déjà vu des images d'un Hadix utilisant ses canons pour détruire une base utilisée par un groupe de milices supplétives iraniennes, en Irak, donc nous savons qu'il attaque des cibles aussi bien sur terre qu'en mer. Lors de l'attaque, l'Hadix a utilisé son canon.
D'autres l'ont sûrement vu utiliser les munitions de frappe à distance que l'appareil peut emporter. C'est un avion de guerre capable de tirer des missiles AGM-65 Maverick, ainsi que des bombes guidées par laser et GPS, toutes deux, conçues pour être lancées à des kilomètres de la cible prévue, ce qui minimise la menace posée par les défenses aériennes de ces cibles. La ADIX peut aussi embarquer des missiles IM-9 Sidewinder, ce qui en fait une menace en combat aérien pour les drones iraniens et les appareils plus anciens de l'armée de l'air iranienne. L'atout majeur de l'ADIX, c'est sa polyvalence. Même si son rôle dans le détroit d'Ormuz est sans doute le plus crucial pour neutraliser un levier clé que l'Iran essaie d'utiliser pour mettre fin à l'opération Epic Fury, la polyvalence de l'ADIX permet son utilisation partout en Iran. Oui, il est vulnérable aux systèmes de défense modernes, comme le S-300, mais c'est là qu'intervient la supériorité aérienne américaine. Tant que les Hadiths restent dans les zones sécurisées créées par les États-Unis et Israël, leur puissance de feu fait croire à leurs cibles que la fin du monde arrive à chaque frappe. Les hélicoptères Apache sont moins polyvalents que les Hadiths. Ils disposent de missiles Hellfire et de canons à chaîne de 30 mm, ce qui les rend très utiles dans le détroit d'Ormuz. L'Apache peut poursuivre et attaquer les vedettes rapides iraniennes. C'est aussi un hélicoptère. Cela signifie qu'il peut stationner en vol et voler assez lentement pour servir d'escorte aux navires de la marine américaine et aux navires marchands qui tentent de traverser le détroit. Les opérations prolongées dans un espace aérien contesté seront risquées pour cet hélicoptère d'attaque, car son rayon d'action, sa vitesse et sa vulnérabilité aux menaces guidées par infrarouge comme par radar en font une cible. Mais comme les Hadiths, les Apaches américains ne sont pas touchés. L'Iran n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour les atteindre, et cela, peut-être encore plus que les pourcentages avancés par les FDI, prouve que le contrôle du ciel iranien appartient désormais aux États-Unis. Nous assistons à une campagne intense, renforcée par ces plateformes non furtives. C'est précisément le type de sujet que nous abordons dans cette émission militaire. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. Au 25 mars, les États-Unis ont frappé au moins 10 000 cibles en Iran. Cela signifie des cibles frappées, pas 10 000 munitions tirées. La campagne aérienne est si vaste que les États-Unis ne pourraient la mener avec seulement quelques types d'appareils. Des appareils à forte capacité d'emport comme les anciens bombardiers américains et l'ADIX assurent une puissance de feu continue en appui aux chasseurs et bombardiers furtifs menant des missions ciblées en Iran. L'impact sur l'armée iranienne a été dévastateur. Les dirigeants ont été tués successivement, à commencer par l'ancien guide suprême Ali Khomeini, l'une des premières victimes de l'opération Epic Fury. Les États-Unis affirment que 92% des navires de guerre iraniens ont été éliminés et que les lancements de missiles ont diminué de 90% grâce à une campagne concertée visant à détruire les sites de lancement de missiles. Les centres de commandement, de contrôle et les installations de production sont durement touchés, El Hadix étant au cœur de tout cela. Les vedettes rapides dans le détroit d'Ormuz affrontent l'avion d'attaque polyvalent et l'hélicoptère Apache. Sur Terre, tout site militaire sans défense aérienne, ce qui concerne la majorité actuellement, risque fort de recevoir la visite d'un Hadith tôt ou tard. L'infrastructure de missiles iranienne a été gravement endommagée par la puissance aérienne américaine. Le 29 mars, le Washington Post a publié des images satellites montrant les dégâts causés à certains des sites de lancement les plus importants de l'Iran. Au moins 29 sites de lancement de missiles balistiques iraniens ont été détruits depuis le début de l'opération Epic Fury, selon le média, ce qui explique en grande partie la forte baisse des lancements de missiles iraniens depuis début mars. Les États-Unis ont également attaqué des sites essentiels à la production des missiles balistiques iraniens. Un réseau entier de ces sites existe en Iran, tous supervisés par le ministère iranien de la Défense et le corps des gardiens de la Révolution islamique. Les États-Unis ont déjà frappé 4 sites clés de ce réseau, tous produisant du carburant pour les missiles balistiques que l'Iran veut fabriquer. Sharoud, Pashin, Kajir et Hakimiyya ont tous subi des dégâts encore plus importants que ceux qui leur avaient été infligés lors de la guerre de 12 jours de l'Iran avec Israël. Ce sont des cibles bien choisies. Même les meilleurs missiles sont inutiles sans carburant ni rampe de lancement. Les défenses aériennes iraniennes affaiblies, les Hadiths américains et d'autres appareils ont largué à distance bombes et munitions sur ce type d'installation. C'est encore mieux pour la Hadix. Vous vous souvenez ? Plus tôt, nous avons expliqué comment la destruction du réseau de défense aérienne iranien avait été préparée avant l'opération Epic Fury.
El-Hadix aurait contribué à détruire les dernières défenses aériennes iraniennes dès le début de l'opération Epic Fury. Army Recognition explique qu'un facteur clé de la présence des Apaches et Hadix en Iran est la supériorité aérienne précoce établie par les États-Unis. Les plateformes furtives telles que le F-35 et le B-2 Spirit ont fait les gros titres pendant les premiers jours de l'opération, parvenant à frapper des cibles militaires stratégiques sans être détectés. Les F-22 faisaient également partie des premières vagues, encore une fois parce qu'ils disposent de capacités furtives leur permettant de ne pas être abattus par les défenses aériennes iraniennes. Tout cela est logique, mais la présence des Hadix à ce moment ne l'est pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont pu combiner l'utilisation de ces plateformes furtives avec la cyberguerre et la guerre électronique, ou UW, pour affaiblir les défenses aériennes iraniennes, même lorsque les systèmes eux-mêmes n'avaient pas été détruits. La perturbation des radars et capteurs iraniens par les États-Unis, via des opérations spatiales et des avions EA-18G Growler équipés de systèmes de guerre électronique, a créé des couloirs temporaires avec une menace réduite de la part des défenses aériennes. Cela a permis aux Hadix et plus tard aux Apaches d'intervenir, frapper, puis se retirer avant la réactivation des défenses aériennes iraniennes. Cette approche suggère aussi que les Hadix ont pu être déployés pour frapper directement les défenses aériennes iraniennes, déjà compromises par des opérations cyber et électroniques. Il y a une certaine ironie dans cette approche. La plateforme que ces défenses devraient contrer cause aussi leur destruction. Les Hadix et les Apaches volent désormais en toute impunité au-dessus de l'Iran, ce qui nous indique que la supériorité aérienne dont nous avons parlé est sur le point de se transformer en une véritable suprématie aérienne. Certains estiment déjà que c'est la situation en Iran, notamment l'ex-commandant du CENTCOM et ex-directeur de la CIA David Petraeus. Nous ne sommes pas inquiets pour les défenses aériennes et balistiques de l'Iran, tant que vous restez hors de portée des mitrailleuses lourdes, ce qui permet de frapper sans retenue, explique Petraeus. Il ajoute « Nous avons désormais la suprématie aérienne, pas seulement la supériorité. » Mais je pense que les gens sont à juste titre prudents lorsqu'il s'agit de faire ce genre d'évaluation publiquement. La prudence est en effet importante. Le réseau principal de défense aérienne de l'Iran est peut-être hors service, mais il lui reste les mitrailleuses et lance-roquettes anti-aériens portatifs mentionnés plus tôt. Ceux qui occupent les plus hauts postes dans la chaîne de commandement américaine préfèrent peut-être encore revendiquer la supériorité aérienne plutôt que la suprématie aérienne. Mais la réalité est que, hormis quelques menaces isolées, les États-Unis peuvent envoyer presque n'importe quelle plateforme aérienne dans l'espace aérien iranien sans réelle résistance. L'Iran a seulement réussi à endommager un E-3 Sentry américain, mais il a fallu une frappe de missile contre une base en Arabie Saoudite, et non un tir depuis un système anti-aérien. L'ancien commandant du CENTCOM, le général des Marines américains Frank McKenzie, résume sans doute le mieux la situation en décrivant l'état actuel de l'armée iranienne. Je pense que nous atteignons nos objectifs. Le CENTCOM suit un plan de campagne élaboré et à long terme. Nous avons neutralisé les défenses aériennes iraniennes, et dominons désormais la majeure partie de l'espace aérien iranien. Cela nous a permis de traquer les missiles balistiques, explique McKenzie au Jewish Institute for National Security of America. Deux ex-commandants du CENTCOM préfèrent le terme suprématie aérienne à supériorité aérienne. Ils disent ce que les hauts gradés de la structure militaire américaine ne veulent pas dire actuellement. C'est ici que nous allons voir les choses commencer à changer pour l'Iran. Les États-Unis utiliseront des bombardements aériens, mais pas à grande échelle comme auparavant. Ils n'en ont pas besoin. La plupart des infrastructures militaires de l'Iran ont déjà été touchées. Selon McKenzie, les sites de lancement, de stockage et de production de missiles balistiques iraniens sont désormais les principales cibles. L'Hadix est idéal pour les frapper grâce à ses munitions de frappe à distance. Les Hadix iront dans des zones aériennes sûres près des sites de missiles iraniens, largueront leurs charges puis rentreront à la base. Ceux qui évitent le territoire iranien passeront leur temps à gérer les vedettes rapides du détroit d'Ormuz, avec les hélicoptères Apache cités par Hexet. Le Wall Street Journal affirme que ces deux plateformes ont en quelque sorte déclenché la bataille pour le détroit d'Ormuz. Les États-Unis mettront sans doute plusieurs semaines à nettoyer le détroit des sites de missiles anti-navires, des vedettes rapides et d'autres moyens militaires que l'Iran a déployés en mer. Les Hadix et Apache opèrent sur les flancs sud du détroit, indique le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés. Les alliés de l'Amérique emploient aussi des Apaches contre les drones kamikazes, selon Kane. En combinant ces deux appareils aux chasseurs américains déployés dans le détroit d'Ormuz, on obtient une puissance de feu, qui rend le blocus d'Ormuz nettement plus risqué pour l'Iran.
Plus risqué, oui, mais pas impossible. Le détroit demeure bloqué, seuls quelques navires marchands parviennent à passer. Le président Trump a prolongé jusqu'au 6 avril le délai donné à l'Iran pour rouvrir le détroit. Donc la semaine prochaine devrait voir plus de frappes de Hadix et d'Apache, pour rappeler à l'Iran la puissance de feu américaine. La question est de savoir si l'Iran cédera à la demande de Trump. Dans ce cas, les Hadix et les Apaches auront affaibli la position de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, poussant le régime à n'avoir plus d'autre choix. L'Iran cache quelque chose de si dangereux que les États-Unis doivent l'obtenir absolument. C'est l'une des raisons du lancement de l'opération Epic Fury. Il est impensable de la laisser ici. De l'uranium enrichi est actuellement stocké dans certains des bunkers souterrains de l'Iran, et cette menace massive pourrait ouvrir la voie à une annihilation nucléaire. Les États-Unis s'apprêtent à tout risquer pour une seule mission en Iran pour tenter de sauver le Moyen-Orient. C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal, qui rapporte que le président américain Donald Trump envisage actuellement ses options concernant le lancement d'une campagne terrestre en Iran visant à extraire l'uranium enrichi du pays. Aucune décision n'a encore été prise, mais il y a près de 450 kilos de cet uranium en Iran. Laisser cet uranium dans le pays donne au régime de Téhéran, de plus en plus désespéré, la possibilité d'enrichir davantage son uranium pour fabriquer des bombes capables d'anéantir des centres de population majeurs au Moyen-Orient. Trump ne veut pas envoyer de troupes au sol. Il incite ses conseillers à exiger que l'Iran accepte de remettre ses matériaux nucléaires, soit une condition clé pour mettre fin à l'opération Epic Fury, selon le Wall Street Journal. Il y a des éléments de cela, dans le plan en 15 points qui circule dans les médias, même s'il n'est pas certain que ce plan reflète réellement ce que les États-Unis attendent de l'Iran. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a averti les journalistes de ne pas tout croire concernant ce plan, bien qu'une source anonyme citée par l'Independent affirme qu'il a été transmis à l'Iran via le Pakistan. L'Iran a démenti cela. Il affirme que les États-Unis négocient avec eux-mêmes. Mais selon l'Indépendant, tout plan soumis par les États-Unis pour le cessez-le-feu, y compris celui en 15 points, doit inclure des conditions empêchant l'Iran de fabriquer une arme nucléaire. Les exigences de Trump sont claires. Fermer les installations nucléaires de l'Iran, rouvrir les bunkers souterrains aux inspections régulières, et surtout, abandonner l'enrichissement de l'uranium pour que l'Iran ne puisse pas se placer au seuil de l'arme nucléaire sans franchir la ligne. Trump a répété ces points à plusieurs reprises lors de l'opération Fureur épique, notamment à des journalistes depuis Air Force One le 30 mars. Ils vont abandonner les armes nucléaires. Ils vont faire tout ce que nous voulons qu'ils fassent, a déclaré Trump, avant d'ajouter une menace en disant « Mais s'ils ne le font pas, ils n'auront plus de pays. Ils n'auront même plus de pays. » Ce n'est pas une menace en l'air de la part de Trump. C'est un avertissement à l'Iran. Les États-Unis resteront dans l'opération Fureur épique jusqu'à obtenir le règlement de la question nucléaire qu'ils recherchent, d'une façon ou d'une autre. Si l'Iran ne renonce pas à son uranium enrichi, les États-Unis sont prêts à le saisir par la force, disposant du personnel nécessaire. Leavitt a précisé que Trump dispose de toutes les options, selon son communiqué. Le Pentagone doit préparer des options pour le commandant en chef, mais cela ne signifie pas que le président a décidé. Le Pentagone et le commandement central des États-Unis ont refusé de commenter, restant très discrets, ce qui suggère qu'un événement majeur se prépare pour l'Iran. C'est ici que l'opération Fureur épique passe d'une menace mortelle pour le régime iranien à quelque chose de totalement dévastateur. Une opération terrestre américaine réussie sur le territoire iranien priverait le régime de l'un de ses atouts les plus importants, qu'il utilise pour s'imposer dans la géopolitique du Moyen-Orient. Nous expliquerons bientôt cette opération, mais la première question est de savoir à quel point la menace nucléaire iranienne est devenue réelle. La réponse à cette question dépend de l'uranium enrichi que les États-Unis cherchent à saisir. Selon un article du 15 mars du Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, l'Iran possède 440,9 kg, soit environ 972 livres d'uranium, enrichi jusqu'à 60%, du 235. C'est important, car l'uranium 235 est l'isotope fissile de l'uranium permettant de fabriquer des armes nucléaires. Pour que les 972 livres d'uranium de l'Iran deviennent de qualité militaire, au sens où elles pourraient être utilisées pour fabriquer une ogive nucléaire, elles doivent être enrichies à 90% d'uranium 235. Cela montre que l'Iran n'est pas encore prêt à fabriquer une arme nucléaire.
Vous pourriez penser que c'est encore loin, car il lui manque au moins 30% d'uranium-235 pour atteindre le niveau d'enrichissement que les États-Unis et Israël veulent l'empêcher d'atteindre. Mais c'est là que le vrai problème entre en jeu. Ce n'est pas le 60% qui inquiète les États-Unis. C'est le fait que l'Iran a déjà accompli la grande majorité du travail nécessaire pour porter son uranium enrichi à un niveau de qualité militaire. Le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération affirme que l'Iran a parcouru 99% du chemin. Il introduit comme preuve le concept de travail de séparation, essentiellement une équation. Combinez le nombre de centrifugeuses que possède l'Iran, qui sont utilisées dans le processus d'enrichissement, avec la durée pendant laquelle elles sont employées, et la puissance de séparation de ces centrifugeuses, et vous obtenez une idée de la préparation de l'Iran. En utilisant les unités de travail de séparation, ou SWU, qui servent à désigner la quantité de travail de séparation effectuée lors du processus d'enrichissement, l'Iran a déjà accompli 54 540 SWU. Combien de SWU sont nécessaires pour passer de 60% d'enrichissement à 90% ? 564, soit un peu plus de 1% du travail que l'Iran a déjà accompli. Donc, l'Iran est beaucoup plus proche de posséder une arme nucléaire qu'on ne pourrait le penser en regardant uniquement les pourcentages d'enrichissement. Iran Watch a même présenté les calendriers potentiels dans une analyse de juin 2025 sur les capacités nucléaires de l'Iran. Les délais inquiètent Trump et le Pentagone. Surtout si l'utilisation de bombes anti-bunker sur certaines installations nucléaires iraniennes n'a pas suffi à arrêter les centrifugeuses. En supposant que les centrifugeuses IR-1 de l'Iran fonctionnent à la capacité qu'elles ont eue par le passé, et même en supposant que les autres centrifugeuses iraniennes fonctionnent en dessous de leur capacité maximale, le délai pour que l'Iran obtienne une arme nucléaire est remarquablement court. Il faudrait environ 2 semaines à l'Iran pour enrichir suffisamment d'uranium, afin de fabriquer entre 5 et 8 petites armes nucléaires, selon la source. Cela impliquerait également que l'Iran utilise environ la moitié de son uranium enrichi à 60%, ce qui suggère qu'il pourrait doubler ce stock en environ 1 mois. En ce qui concerne les SWU nécessaires, Iran Watch indique qu'il y en a entre 480 et 768. C'est tout à fait conforme à l'estimation précédente que nous avons partagée. Et c'est une preuve supplémentaire que l'Iran est bien plus proche de posséder une arme nucléaire que beaucoup ne veulent le croire. Il y a cependant des réserves cette fois-ci. L'Iran a besoin que ses centrifugeuses soient accessibles et opérationnelles, ce qui n'est pas forcément garanti. Les bombes anti-bunker dont nous avons parlé plus tôt ont visé les installations nucléaires souterraines de l'Iran, et nous ne savons toujours pas vraiment ce qui a survécu et ce qui ne l'a pas fait. Certaines voix scientifiques contestent à quel point l'Iran est proche de développer ses propres armes nucléaires. L'une de ces voix est celle de Jeffrey Lewis du centre James Martin pour les études sur la non-prolifération. Selon un article du 11 mars dans Scientific American, Lewis affirme qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran était proche de posséder une arme nucléaire. Le même Lewis souligne que les États-Unis ont déjà affirmé avoir complètement et totalement anéanti les principales capacités d'enrichissement de l'Iran lors de l'opération Midnight Hammer, lancée à l'été 2025. Il y a aussi la question de savoir de quel niveau d'expertise l'Iran dispose encore dans le pays pour aider le régime à construire une bombe nucléaire. Cependant, l'uranium enrichi reste. Tant que l'Iran détient cet uranium, cela reste un problème pour Trump et le Moyen-Orient. L'anéantissement nucléaire pourrait menacer plusieurs nations du Golfe alliées aux États-Unis, si l'Iran reconstruit ses installations d'enrichissement prétendument détruites. Pour les États-Unis, la solution la plus simple serait de retirer l'uranium enrichi à 60%, pour empêcher l'Iran de l'enrichir davantage. C'est ici que nous commençons à voir un changement dans l'opération Epic Fury, passant des campagnes aériennes aux missions terrestres. Mais avant d'approfondir ce à quoi pourraient ressembler ces missions, ceci est un rappel rapide que vous regardez les missions militaires. Nous vous offrons une vue d'ensemble, pas uniquement les gros titres. Abonnez-vous pour rester informé. Si les États-Unis lancent une opération terrestre, leur premier défi sera de localiser l'uranium enrichi iranien. Il semble qu'on ait déjà une assez bonne idée de l'endroit où l'Iran a placé ce matériau. Selon Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les candidats les plus probables sont Ispahan et Natanz, 2 sites que les États-Unis ont déjà frappés avec leurs puissants bombardiers anti-bunker lors de l'opération Midnight Hammer. Selon Grossi, l'uranium enrichi iranien serait sans doute entreposé dans un tunnel souterrain du premier site, une réserve secondaire étant gardée sur le second. Et sur les 2 sites, l'Iran disposerait de centrifugeuses qu'il pourrait utiliser pour enrichir davantage cet uranium afin d'atteindre le seuil de 90% du 235 nécessaire à la fabrication d'une bombe nucléaire.
Le bulletin des scientifiques atomiques semblait être d'accord avec cette évaluation dans un article du 29 mars où il rendait compte d'images satellites du site nucléaire d'Ispahan. Ce qui frappait sur ces photos, c'était un grand camion chargé de conteneurs. Même s'il est impossible de voir le contenu des conteneurs, le moment de la prise de vue et le type de chargement sont des preuves indirectes que l'Iran a transféré son uranium enrichi à Ispahan. On ne sait pas combien exactement. Le bulletin suggère qu'il pourrait s'agir de tout le stock, donc la réserve à Natanz n'existe plus. Cela pose un défi aux États-Unis, car sans confirmation, ils doivent préparer des opérations terrestres pour 2 sites, même si un seul contient l'uranium iranien. Le réseau de tunnels souterrains à Ispahan reste en partie opérationnel. Comme indiqué par Grossi, l'opération Midnight Hammer semble ne pas avoir réussi à neutraliser ces tunnels, et la complexité de ce réseau souterrain pose un défi supplémentaire aux opérateurs américains sur place. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans les tunnels. Il faut traverser ces tunnels, potentiellement défendus et piégés, pour localiser l'uranium iranien. Pour l'instant, cela montre que l'opération imaginée par le Pentagone et Trump ne peut pas réussir avec de l'infanterie classique. Les forces spéciales sont essentielles pour extraire l'uranium enrichi iranien de ces tunnels souterrains. Cette opération pourrait être compliquée par les dégâts déjà causés à ces réseaux. Avant de déployer des troupes au sol, les États-Unis doivent identifier des entrées sûres dans les tunnels et considérer que l'Iran pourrait avoir sécurisé ses accès et tenter de les faire s'effondrer à l'arrivée des forces américaines. Ce n'est pas seulement une mission pour les forces spéciales. Ce dont les États-Unis auront besoin pour surmonter tous ces obstacles, c'est de la plus grande équipe des forces spéciales jamais rassemblées dans l'histoire. Selon le Times of Israel, les États-Unis auraient besoin de plus de 1000 hommes, rien qu'à Ispahan. Selon le média, ces hommes devront prendre le site, extraire l'uranium iranien et tenir Ispahan aussi longtemps que nécessaire, tout en affrontant des tirs de missiles et de drones iraniens. L'Iran disposerait également d'environ 200 kg, soit environ 440 livres d'uranium, enrichi à 20% d'uranium. 235. Si les États-Unis décident d'extraire cet uranium, l'opération durera plus longtemps, à cause de la charge supplémentaire. Le succès de cette opération repose surtout sur les informations détenues par les États-Unis avant d'intervenir. Ce que les États-Unis savent, c'est la quantité d'uranium enrichi que possède l'Iran et où cet uranium est le plus probablement stocké. Selon le Times of Israel, les États-Unis pensent également avoir identifié un point d'accès étroit à Ispahan, par lequel l'uranium enrichi pourrait être récupéré. Il reste à savoir si l'Iran connaît l'emplacement exact de ce point d'accès, car cela lui permettrait de le piéger. Mais peut-être que la chose la plus importante que les États-Unis savent, ou du moins pensent savoir, c'est que le pays a la capacité de mener à bien ce genre d'opération. Si Donald Trump choisit de tout risquer, ce serait l'une des opérations spéciales les plus impressionnantes jamais réalisées. Voilà probablement à quoi cela ressemblerait. La saisie de l'uranium iranien nécessite d'abord l'envoi d'opérateurs des forces spéciales sur place par avion. Nous supposerons Isfahan, car c'est probablement là que se trouve l'uranium iranien. Isfahan étant situé à plusieurs centaines de miles à l'intérieur des terres, un débarquement amphibie est impossible. Une opération aéroportée sera donc nécessaire, et les forces américaines feront face à des missiles solaires, probablement tirés depuis des systèmes anti-aériens portables et des drones, alors que les forces seraient encore en l'air. Les États-Unis pourraient lancer des frappes aériennes contre Ispahan à l'avance, mais il reste à voir à quel point ces frappes seraient efficaces contre des défenses aériennes portatives qui peuvent être dissimulées dans les tunnels complexes. Ce bombardement aérien aurait sans doute lieu. James Hackett, ancien spécialiste des opérations des Marines américains et de la Defense Intelligence Agency, suggère que ce bombardement pourrait être le moment où la 82e division aéroportée et les 2 unités expéditionnaires des Marines en route vers le golfe Persique interviendraient. Ils seront déployés pour préparer le terrain autour d'Ispahan, explique Hackett, l'objectif étant de permettre aux troupes au sol d'entrer sans opposition et probablement sous le couvert de l'obscurité. L'Iran soupçonne ce qui se prépare après cette frappe aérienne, mais les États-Unis pourraient avoir de la chance si le régime pense qu'il ne s'agit que de la dernière attaque d'une opération au cours de laquelle les États-Unis ont déjà frappé 10 000 cibles en Iran depuis les airs. Une frappe supplémentaire pourrait passer inaperçue, même sur un site sensible comme Ispahan. Le terrain prêt, défense aérienne et drones neutralisés, les forces spéciales américaines débarquent. Ces troupes doivent sécuriser le périmètre. Mission possible pour les Marines américains et les parachutistes de la 82e division aéroportée pendant que les forces spéciales entrent dans Ispahan. Des ingénieurs devraient aussi être présents avec du matériel d'excavation.
Ces ingénieurs devraient aussi détecter mines et pièges explosifs. Un passage doit être dégagé pour l'extraction. Ces ingénieurs peuvent intervenir avant les forces spéciales, puis collaborer avec elles pour entrer dans les tunnels d'Ispahan. Vient ensuite l'extraction proprement dite. Le Wall Street Journal estime qu'il y aura environ 40 à 50 cylindres spéciaux, contenant l'uranium enrichi de l'Iran, qui ressembleront tous à des bouteilles de plongée. Les forces spéciales américaines devront identifier ces cylindres, donc une équipe spécialisée pour retirer les matériaux radioactifs est indispensable. Les accidents étant possibles, les cylindres devront être placés dans des conteneurs protecteurs pour éviter fuites ou problèmes explosifs. Cela couvre l'extraction de l'uranium des tunnels d'Ispahan. Mais ensuite, l'uranium doit être transporté hors d'Ispahan elle-même. Un aérodrome sera nécessaire, ainsi que des défenses américaines contre les drones et missiles que l'Iran lancera sûrement sur les avions quittant Ispahan. La bonne nouvelle pour les États-Unis, c'est que la base aérienne Shahid Vatanpur se trouve à une distance relativement courte de l'installation nucléaire d'Ispahan. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut aussi prendre et sécuriser la base, puis transporter l'uranium saisi là-bas pour l'extraire d'Iran. On pourrait aussi aménager un terrain d'aviation de fortune sur le site nucléaire d'Ispahan. Les deux options allongent l'opération, et le choix américain dépendrait sûrement du niveau de défense de la base Shahid Vatanpur. Là encore, des bombardements par les Marines et parachutistes envoyés par les États-Unis vers l'Iran pourraient affaiblir cette base. Une incursion terrestre serait plus simple, car les États-Unis n'auraient qu'à sécuriser la base sans devoir en extraire quoi que ce soit. Une chose est certaine, ce n'est pas une opération où l'on entre rapidement pour en ressortir aussitôt. La configuration, la quantité d'uranium iranien et les défis d'acheminement aérien impliquent que l'opération pourrait durer des semaines au lieu de jours. Cela ferait durer l'opération Epic Fury bien au-delà du délai de 4 à 6 semaines que Donald Trump avait initialement en tête, rapporte le Wall Street Journal, et Trump a déjà exprimé qu'il ne voulait pas que cette opération se transforme en une guerre prolongée. Les États-Unis ont les moyens de réussir cette opération. CBS News rapporte que les commandos des opérations spéciales américaines s'entraînent depuis littéralement des décennies pour ce genre d'opération, et que les États-Unis ont même construit des sites d'entraînement qui reproduisent les tunnels d'Ispahan et d'autres sites similaires pour cet entraînement. L'uranium iranien extrait pourrait être transporté par avion par les États-Unis vers des navires en mer d'Arabie, le mettant hors de portée des missiles balistiques iraniens. Des bases au Koweït et dans l'est de l'Irak sont aussi des options temporaires, bien que fixes. La distance plus courte est contrebalancée par la vulnérabilité accrue de ces bases aux missiles et drones. En plus de tout cela, les États-Unis doivent avoir la suprématie aérienne dans la région d'Ispahan, ce qui leur permet de faire entrer et sortir leurs appareils, et ils devront mettre en place des défenses aériennes capables de contrer les drones et les missiles. Donc, ce n'est vraiment pas une opération simple. Les opérations des forces spéciales sont toujours complexes. Si les États-Unis réussissent, ce sera la mission spéciale la plus impressionnante depuis des décennies, mais cela pourrait être nécessaire. Les États-Unis veulent que l'Iran renonce à son uranium enrichi. Sinon, l'Iran pourrait menacer les pays du Moyen-Orient d'anéantissement nucléaire. Cela n'est pas acceptable pour les États-Unis et l'administration Trump semble de plus en plus prête à tout risquer pour retirer l'option nucléaire des mains du régime iranien. Les États-Unis pourraient envisager d'autres plans pour les Marines et les parachutistes envoyés en Iran. L'île de Karg est aussi visée, car priver l'Iran de son principal centre pétrolier le paralyserait économiquement. À quoi ressemblerait une opération terrestre sur cette île ? Nous abordons ce sujet, et expliquons comment la prise de l'île de Karg pourrait être importante pour la situation dans le détroit d'Ormuz dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à l'émission Militaire pour plus d'analyses sur les futures actions des États-Unis dans l'opération Epic Fury. Merci de nous avoir suivis.